Cool. Action. Action. Alors, mais sérieux d'un coup, hein, parce que ça commence, alors bon. Alors, je vais me mettre en affichage intervenant. Comme ça, je vais voir tout le monde et je vais essayer de m'assurer qu'il n'y ait pas des gens dans la salle d'attente. Bon, alors déjà, bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manu, Emmanuelle Clouet de You Can Change. Et moi, j'aide les gens à vivre une vie plus épanouie et sans stress. Mais ce soir, ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de Charlotte. Bienvenue à toi, Charlotte. Oui, Charlotte. bonsoir à tous. C'est vrai que j'ai pas réussi à dire bonsoir à tous, mais il y a plein de visages et ça me fait super plaisir. Des visages que je connais bien. Voilà, et moi, il y a plein de visages que je connais bien et plein de visages que je ne connais pas. Donc, c'est cool d'avoir plein de gens de partout. Ce soir, l'idée, c'était que Charlotte et moi, on échange et on vous partage un petit peu des choses sur le chamanisme, des choses sur la conscience et des choses sur comment vivre au mieux la période qu'on est en train de vivre, donc cette période de confinement. Et la raison pour laquelle j'ai voulu interviewer Charlotte, c'est parce que j'ai rencontré Charlotte à un mariage à une amie en commun qui est sur ce Zoom, Lily. Et du coup, quand j'ai rencontré Charlotte, j'ai eu une super bonne vibe. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, je parle franglais, donc il va falloir s'habituer. Un mélange de français et d'anglais. Un peu du Jean-Claude Van Damme, que j'assume complètement maintenant. Donc, du coup, j'avais envie d'interviewer Charlotte parce que j'ai fait sa retraite renaître de ses cendres au mois de février, qui a vraiment été super pour moi en tout cas. Et je trouvais que c'était vraiment hyper intéressant ce que tu proposes, comment tu travailles, les outils que tu proposes. Et aujourd'hui, on en a besoin de ces outils-là. Donc, je voulais d'abord que tu nous parles un petit peu de toi, de ton parcours, de qui tu es et de ce que tu fais. Super. Bon alors, je vais pas la faire trop longue parce que évidemment on peut parler de soi pendant des heures, mais je n'aime pas du tout parler de moi déjà, c'est la première chose. Donc je fais toujours ça très court. Mais avec Manu, on a beaucoup échangé et on s'est dit que c'était quand même intéressant de voir comment on en arrive là en fait, comment on en arrive à effectivement faire ce que je fais, c'est-à-dire animer des retraites, des stages, en l'occurrence autour du yoga, du chamanisme et au sens plus large autour de la conscience en fait. Comment on est amené dans notre vie à créer soudainement ce qu'on peut appeler une entreprise spirituelle, qui n'a rien à voir avec une entreprise classique, vous l'aurez bien compris, qui est vraiment un tout autre chemin et un chemin qui est extraordinaire au niveau de soi. Je conseille à tout le monde de vivre ça une fois dans sa vie. Donc comment on est amené à arriver sur ce chemin alors que on n'était pas du tout prédestiné à, en fait. Hein. Donc, bon, pour la faire en version rapide, mais il y a quand même déjà beaucoup de personnes qui me connaissent. Donc, je m'appelle Charlotte. Moi, comment expliquer ? En toute simplicité, je suis née dans une famille lambda. Hein. Peut-être que mes parents sont connectés, j'espère pas, parce qu'ils vont se dire « Oh là là, elle est sympa, elle ». Mais on va dire que rien ne me prédestinait logiquement, de par mon parcours, de par mon enfance, à atterrir à faire du yoga ou à faire du chamanisme, puisque je suis plutôt issue d'une famille très terrienne. Donc, qu'est-ce qui s'est produit en version accélérée ? Je dirais que c'est l'expérience de la vie, en fait. Et c'est tout ce que je retransmets aujourd'hui. J'ai rien appris, quelque part. C'est la vie qui m'a appris. Je prétends pas connaître la vérité. Je prétends pas connaître quoi que ce soit. C'est vraiment la vie et ces expériences qui m'ont amené là. Et en l'occurrence, c'est souvent des expériences un peu traumatisantes qui ont été un peu des événements déclencheurs. Et la souffrance qui a été un moteur. Donc, bon, évidemment, quand on le vit, on se dit « Oh là là, c'est horrible ». Mais c'est un peu comme ça que j'ai avancé, en fait. Ça a été le moteur de ma vie et le plus gros événement qui m'a fait changer de vie, puisqu'avant, pour bien contextualiser, j'ai fait Sciences Po. Hein. J'ai eu un bac S avec mention très bien. J'ai fait Sciences Po. J'étais un bon petit produit de la société. J'avais jamais entendu parler de spiritualité. J'avais aucune connexion avec quoi que ce soit, en fait. Pour moi, la vie, c'était travailler, gagner de l'argent, fonder une famille et basta. Je me posais pas plus de questions que ça, à vrai dire. Et ce qui a été l'élément déclencheur, ça a été le décès de mon père. Et donc, à l'époque, j'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28. Enfin, je vais en avoir 28. Et ce décès, ça a été l'ouragan, en fait. Ça a été la tempête qui m'a permis de prendre du recul. Suite à ça, j'ai compris que ma vie n'avait aucun sens.
Voilà, j'ai fait un arrêt sur image, j'ai fait ce que Manu pourrait appeler un burn-out, donc une espèce de grosse dépression qui m'a coûté quand même 6 mois de ma vie. Les plus beaux 6 mois de ma vie, quelque part, sur le moment les plus horribles, mais aujourd'hui, quand je le regarde, ça a été les fondamentaux en fait, de la reconstruction des premières pierres qui avaient été complètement anéanties par tout ça. Et quand je me suis posée pendant ces 6 mois, je me suis rendu compte qu'effectivement, ma vie n'avait pas de sens et qu'il fallait que je change de décor pour trouver un sens à ma vie. Donc, à l'époque, j'en étais où j'en étais. Donc, je suis partie voyager. Je suis partie pendant 2 ans avec mon sac à dos. J'ai traversé plusieurs pays en Asie. Et en fait, ce voyage, ça m'a permis de changer de cadre. Et finalement, on dit souvent, et aujourd'hui, c'est comme ça que je l'enseigne, on dit souvent, il faut changer son prisme de vue. Il faut changer la manière avec laquelle on regarde les choses. Il faut changer de regard, changer de conscience. Enfin, évoluer sur le chemin de la conscience, c'est finalement changer de regard sur tout ce qui nous arrive, sur comment on peut transformer une souffrance en opportunité grâce au pouvoir de la résilience, par exemple. Et aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis, finalement, j'avais besoin de changer de décor pour pouvoir changer de regard par rapport à moi. Donc, je suis partie sur la route et en fait, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer m'ont renvoyé un regard qui était totalement différent de celui dans lequel j'étais née et de celui dans lequel j'avais évolué parce que finalement, je m'étais conformée avec que des gens qui me ressemblaient et qui me renvoyaient tout le temps le même regard sur moi et ça me faisait finalement pas évoluer. Donc, quand je suis partie sur les routes, on m'a renvoyé quelque chose de totalement nouveau que je connaissais pas du tout et j'ai commencé à me questionner par rapport à tout ça. Je me suis dit, c'est quand même fou. Je passe toute ma vie, on m'a dit que j'étais comme ça, et là, du jour au lendemain, on me dit que je suis comme ça. Donc, ça a commencé à créer un biais, une ouverture quelque part à l'intérieur de moi, ouverture dans laquelle je me suis engouffrée. Et donc, ce voyage, ça a été un voyage humanitaire. J'ai créé une association, j'ai levé de l'argent dans différents pays pour développer, en fait, pour pouvoir aider des communautés locales, aborigènes, à développer certains projets. Je ne rentre pas dans tous les détails, parce que ça a été un long voyage de 2 ans quand même, qui s'est poursuivi après en Amérique latine, au Pérou. Donc, ça a été un voyage en 2 temps, hein, d'abord sur le continent asiatique et ensuite sur le continent latino-américain. Et je dirais ce voyage, ça a été vraiment le fil conducteur de ce qui m'a amené jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai accepté de me laisser porter par la vie. J'ai compris qu'en voyageant seule, j'avais rien à m'obliger quelque part. J'avais pas un conjoint, j'avais pas de mes parents, j'avais personne qui était là pour me dire il faut faire comme ci, à telle heure il faut se lever et machin, et puis là on va faire ci, on va faire ça. Et en fait, j'ai appris ce que c'était que le lâcher prise. Donc ça a été très douloureux, très délicat parce que c'est difficile de s'abandonner sans savoir de quoi le lendemain va être fait, qu'on soit en voyage ou dans la vie quotidienne, c'est le même schéma finalement. Et en fait, c'est en m'abandonnant pleinement que j'ai rencontré les personnes qui ont été quelque part les pionniers dans cet éveil de conscience, qui ont été la plupart du temps des personnes lambda en fait, hein, des petits gens, ce qu'on pourrait dire des petits gens, hein, des personnes dans la rue, des personnes qui étaient, je me rappelle de certaines rencontres, des personnes adossées près des temples qui arrivaient vers moi, qui me parlaient. Et là, il se passait quelque chose que je ne pouvais pas expliquer en fait. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été amenée à rencontrer ce qu'on appelait des chamans. Je ne connaissais pas le chamanisme, je ne connaissais pas tout ça, je ne connaissais pas non plus l'univers du yoga. J'avais un petit peu entendu parler parce que suite au décès de mon père, j'avais cherché un petit peu des moyens de refaire surface. Et c'est un peu comme si ce lâcher-prise m'avait permis de m'enfoncer dans cette ouverture que j'avais déjà entrouverte légèrement avec ce décès. Et en fait, sont venues à moi toutes les choses. Et c'est très rapidement que je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose, qu'on n'était pas que ce qu'on nous avait fait croire et qu'on était bien plus grand que ça, en fait. Donc ça a été assez rapide, mais en même temps très lent, parce qu'il y a plein de biais dans lesquels on tombe, hein, notamment l'ego spirituel, notamment le biais du doute, la peur. Il y a énormément d'obstacles qui nous empêchent d'avancer. Donc, quand je suis rentrée en France, ce qui m'a amenée à créer cette entreprise, et je fais un peu le lien direct avec la question d'après que Manuel allait me poser, c'est comment on fait après pour créer une entreprise de cette sorte, en fait. Comment on fait pour avancer sur ce chemin, pour concrétiser dans la matière quelque chose qu'on a intégré au niveau de la conscience. Et puis comment on vend ça en plus, enfin, c'est quand même assez étonnant. C'est des vraies questions à se poser en fait, hein. Ouais. Spiritualité, argent, c'est quand même un gros tabou aujourd'hui dans la société. Et donc comment on fait pour changer, enfin pour mettre tout ça en pratique en fait, parce que c'est pas le tout de s'éveiller, il faut aussi concrétiser parce qu'on est sur Terre pour agir et pour intégrer, pour incarner ce que nous sommes réellement. Donc le comprendre, l'intégrer, c'est déjà deux choses différentes, mais en plus le mettre en pratique, c'est encore un autre délire. Et moi, dans mon cas, ça a été les gens en fait qui m'ont poussé à la mise en pratique. Donc je ne sais pas si Annelle est peut-être sur ce chat, mais en tout cas, il y a sa maman qui est là. C'est à mon retour en fait, j'ai des personnes qui m'ont demandé de leur faire des cours de yoga.
alors que j'avais pas du tout prévu de donner des cours, que moi je me pour moi. Et donc je me suis lancée. Je me suis dit bon bah on demande, bah, j'y vais. Et en fait les cours se sont est-ce que tu organises une retraite? Donc c'est Anaëlle qui m'a dit ça, qui m'a dit écoute là concrètement si tu organises une retraite déjà je viens et en plus je viens avec ma mère. Bon, alors moi à l'époque je me suis dit bon bah c'était il y a 4 ans, 3 ans maintenant, oui 3 ans. Je me suis dit bon non j'ai pas du tout l'expérience, j'ai pas du tout le recul nécessaire et puis là où j'en suis quand on se regarde vraiment avec humilité on se rend compte quand même qu'on n'est pas encore fini hein. Faut pas non plus péter plus haut que son cul hein, comme je dis souvent on n'est pas des bouddhas hein. Parce qu'on enseigne ça qu'on a fini le chemin et le chemin il est infini hein, faut pas l'oublier. Donc il y avait cette part de moi je me disais bon quand même c'est pas évident quand même. Et puis la passion l'a emporté quelque part. Je me suis dit les synchronicités, le flux de la vie. On me demande, allez, j'y vais. Et je me suis lancée. Et en fait, c'est comme ça que ça a débuté. C'est pas que j'ai cherché à créer quoi que ce soit, parce qu'en fait, je n'ai pas choisi de faire ça. Quelque part, il y avait sûrement une graine en moi une mission de vie qui venait de l'au-delà, hein, parce qu'on signe tous un contrat avant de descendre sur Terre. Donc, on est tous venus pour incarner quelque chose, mais cette chose-là, on l'oublie quand on descend. Hein, donc, c'est bien ça la difficulté. Et je me suis toujours dit, bah, finalement, vu comme c'est venu à moi, c'est quand même que ça m'a dépassé complètement, en fait. Ouais. Et donc, après, de fil en aiguille, bah, voilà, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire bah, un espace dans lequel on organise effectivement avec mon conjoint des retraites, des stages qui vont d'un week-end à une semaine. On est aussi un peu dans la programmation d'un cycle plus long sur une durée d'1 an pour aller accompagner des personnes sur sur ce chemin incroyable qui est le chemin de la conscience de soi. Et on en reparlera après, je ne vais pas tout déballer maintenant. Mais voilà ce que je fais aujourd'hui, en gros. Et alors, du coup, c'est hyper intéressant. J'aimerais bien juste qu'on revienne sur le côté spiritualité, business. Parce que, et surtout aujourd'hui, parce que voilà, je pense que même sur cet appel, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont soit déjà entrepreneurs lancés dans leur mission, dans leur chemin de vie, enfin peu importe comment on l'appelle, dans ce truc qui est un appel et qui est pas du tout ce qui est la même chose pour moi. Au final, moi, j'étais pas du tout dans ce que je fais aujourd'hui et c'est comme si j'avais pas trop eu le choix non plus d'aller aider les gens et j'adore, mais aussi c'est comment je concrétise et comment je me fais confiance et comment je matérialise en fait euh, ce que je sais et la chose que je dois transmettre et en fait en faire une activité où je peux en vivre et que je ne suis pas complètement à la ramasse et que du coup je souffre parce que j'arrive pas à lancer et créer ce business qui soit, on va dire, un succès. Alors, la réponse, ça ne va pas du tout être business, bien évidemment, parce que ça, je l'ai compris au bout d'un certain temps. Parce qu'à la base, j'ai une formation plutôt business, Sciences Po. Hein, donc, bon, voilà, je sais compter, je sais ce que c'est que la compta, je sais ce que c'est que l'économie, je sais ce que c'est que la globalisation. Enfin, il n'y a pas de problème. Mais j'ai rapidement compris que ça ne suffisait pas et qu'en fait, en tous les cas, dans une entreprise spirituelle ou même dans toutes les entreprises, moi je pense que c'est la même chose, c'est d'abord travailler à l'intérieur de soi. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui veulent se lancer et je tiens à dire que c'est un métier extrêmement difficile et particulièrement ingrat. Qui demande énormément de protection, énormément de recul sur soi, parce qu'il faut s'imaginer que dans notre vie quotidienne, bah, on avance sur ce chemin comme on peut, et quand on va aller organiser des retraites ou qu'on va aller chercher à développer une mission d'aide pour autrui, on va se retrouver d'un seul coup avec 25 miroirs, quoi, hein. Plutôt qu'en avoir un ou deux, son conjoint, sa mère, on va se retrouver d'un coup avec 25 miroirs face à soi, et donc tous ces miroirs nous renvoient des parts de nous pas guéries, en fait. Donc déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en fait pour concrétiser dans la matière, donc pour créer quelque chose, pour matérialiser en plus ce qu'on comprend d'un point de vue spirituel, il faut déjà comprendre que en fait, les transformations, les ouvertures de conscience, et qu'est-ce que la conscience, j'en reviendrai plus tard, mais en tous les cas, les degrés de compréhension de soi, on a une compréhension qui est d'abord mentale, on va capter, on va avoir des prises de conscience, on va se dire waouh, d'un seul coup je comprends ça, ou je vois cette croyance que j'avais pas vue depuis longtemps, ou tiens, j'observe tel schéma de moi-même dans lequel j'étais bloquée. On a une compréhension mentale, mais ça c'est la première étape. La deuxième étape qu'on oublie tout le temps, c'est qu'il faut l'intégrer. Et l'intégrer, ben, il faut l'intégrer dans le corps. Donc on l'intègre dans le corps et ensuite ça s'intègre au niveau des cellules, donc ça s'intègre vraiment au niveau de l'ADN, au niveau vraiment cellulaire. Et c'est une fois que cette intégration a lieu qu'on va venir descendre dans notre ancrage, donc descendre dans ce qu'on appelle les chakras du bas. Alors bon, je ne vais pas commencer à expliquer toute la théorie des chakras, il y en a plein qui connaissent déjà de toute façon, mais voilà, vraiment on a un équilibre entre la connexion au ciel, celle qui est liée à l'inspiration, l'intuition, celle qui nous donne toutes ces idées,
c'est celle qui nous inspire, la créativité, et les chakras du bas qui sont plus reliés à la terre, à la matérialité et comment on met en œuvre quelque chose. Et vous comprendrez très rapidement qu'il y en a 7 et qu'au milieu, c'est le cœur. Et que le cœur, c'est l'espace dans lequel on développe les choses. Donc, c'est à travers le cœur qu'on agit. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'en fait, la majeure partie des personnes qui veulent aider les autres ne se sont pas encore aidées eux-mêmes, en fait. Et c'est bien ça le problème. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à concrétiser. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à matérialiser. Et je ne suis pas en train de dire que je me suis aidée moi-même, parce que moi, je m'aide au quotidien. Hein. Je ne suis pas en train de me placer comme le maître qui se serait aidé, je ne sais pas quoi, pas ça du tout. Donc, moi, je continue à m'aider au quotidien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment un juste équilibre à trouver entre les espaces où on va aller voilà, intégrer les choses, les faire descendre profondément, les ancrer complètement dans la matière, et ensuite les divulguer à autrui. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui s'arrêtent à la sphère mentale, donc qui comprennent les choses. C'est facile à comprendre qu'on est une âme. C'est facile à comprendre qu'on se réincarne. C'est facile à comprendre que, à la limite, on peut sortir de notre corps et faire du voyage astral. C'est facile à comprendre. C'est pas compliqué. Mais entre le fait de le comprendre et le fait de le vivre, il y a quand même un monde énorme. Et donc, finalement, il y a plein de gens qui veulent se lancer, qui n'y arrivent pas. Et je leur dis, ben oui, mais en fait, toutes ces choses que tu comprends, tu les comprends dans ta tête, mais elles ne sont pas descendues dans tes cellules. Tu n'as pas relâché les émotions qui sont liées à ça. Tu n'as pas relâché ton bagage émotionnel, tout ton bagage karmique, tout ce qui t'alourdit dans tes corps. Et donc, quelque part, tu n'arrives pas à créer et tu n'attires pas à toi. Et ton business, il ne fonctionne pas, en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui font des retraites, des stages, et ils ont tous la problématique de ne pas remplir. Bah oui, on remplit pas parce qu'on n'attire pas. Et pourquoi on n'attire pas? C'est tout con, hein, c'est la loi de l'attraction. On attire à soi ce qu'on dégage. On est tous des aimants, en fait. Donc, au plus on va monter en conscience, au plus la montée en conscience, ça se mesure. Hein, c'est ce qu'on appelle le taux vibratoire. Le taux vibratoire, la montée en conscience, c'est la capacité qu'on peut emmagasiner en termes de lumière, en termes de rayonnement, en termes de fréquence, en termes d'ondes. Et donc, quelque part, plus on emmagasine de lumière, plus il y a un rayonnement autour de nous. Et ce rayonnement, c'est pas pour briller, c'est pas pour éteindre le rayonnement des autres ou écraser les autres. C'est au contraire pour servir d'aimant, pour servir de pilier de lumière. Et ensuite, les personnes viennent à nous toutes seules, en fait. Il n'y a rien à faire. Donc voilà, c'est toujours remettre les choses dans le bon ordre, en fait. Donc c'est la clé, elle est là. Et dans toutes les professions, c'est pareil, en fait. Vous observerez que toutes les professions où on est dans le contact avec les personnes, les gens qui réussissent, on se dit toujours, mais ils ont un charme, une aura particulière. On ne sait pas ce que c'est, ils dégagent quelque chose. On ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas l'exprimer, surtout si on n'a pas forcément ouvert encore tous ces champs-là. On se dit, c'est fou, quand ils parlent, ça nous emmène quelque part. On ne sait pas vraiment où, mais ils dégagent quelque chose. Ben, c'est ça, en fait, c'est de l'énergie, tout simplement. Et du coup, alors, oui, tout ça, certes, mais la question c'est comment on fait? Parce que alors aujourd'hui, il y a plein de techniques. Alors on peut parler des soins énergétiques, du Reiki. Alors moi, ce qui m'a sauvée entre guillemets tout début, c'était la méditation transcendantale que j'ai découvert suite à un burn-out physique, qui m'a complètement vraiment transformée et fait découvrir tout ce dont tu as parlé, l'âme, la réincarnation, tout ça qui était complètement pour moi inconnu, et qui m'a fait, comme t'expliquais, aller dans le haut, c'est-à-dire d'être dans le présent, être dans l'inspiration, être vraiment dans tout ça. Mais du coup, comment on va aller intégrer et quels outils en fait on peut utiliser pour intégrer dans la mémoire cellulaire tout ce qu'on a compris et tout ce qu'on a, l'inspiration qu'on a eue en fait. Sacrée question. Comment on Ah fait en fait? C'est quoi le manuel là? Mamie, tu nous demandes c'est quoi le manuel? En plus, ça rime. c'est quoi le manuel, Manu? Vas-y, envoie parce que Alors, c'est quand même pratico. Oui. Il y a une recette magique. C'est comme le bouquin pour être le bon parent. Tu sais, il y a un bouquin universel qui circule sur les réseaux. Tu le connais pas? Non, Hein, j'aimerais bien que tu me le dises. Si tu pouvais l'écrire, ça serait sympa. Non, si je reprends ta question, elle est très juste en fait. Je le redis d'une autre manière. En fait, c'est finalement, ok, on peut avoir des compréhensions, on peut avoir des prises de conscience, on peut entrevoir. Moi, j'en vois plein hein, des personnes comme ça dans mes retraites. Et c'est souvent les plus durs à aller chercher en fait. C'est les plus durs à ramener. Parce que c'est des gens qui ont beaucoup de connaissances. Qui savent plein de choses, qui ont lu plein de livres, qui ont regardé plein de documentaires, qui ont rencontré plein de thérapeutes,
aussi, hein. J'ai rien contre les thérapeutes, hein, qui ont rencontré plein de monde et qui ont fait tout un travail sur eux, parce qu'on parle de Ouais. travail sur soi, comme ça on met bien la notion de travail. Travail, c'est la santé, hein. C'est un peu humoristique ce que je dis, mais c'est tellement vrai. Donc, je rencontre plein des gens comme ça et qui se disent waouh, en fait, j'ai appris plein de trucs, j'ai compris plein de trucs. Et en fait, on les regarde et à l'intérieur d'eux, quand on les regarde vraiment, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'un corps de souffrance finalement, parce qu'ils ont compris plein de trucs dans la tête, mais il n'y a rien qui est descendu dans le corps. Donc ils ont eu qu'une analyse mentale de la chose, alors ils savent plein de choses, mais pour autant dans leur vie, concrètement, il n'y a rien qui a changé. À part le fait qu'ils savent effectivement qu'on se réincarne, ou que ceci, ou que cela, ou plein de choses qu'on peut comprendre assez facilement. Mais dans leur vie, ils sont toujours face au même mécanisme. Alors par exemple, je sais pas, t'es boulimique, bah, tu restes boulimique. Même si tu sais qu'on est une âme et qu'on se réincarne, bah, ça ne change pas ton problème, tu vois ce que je veux dire. Mm. Ou tu as un souci avec tes parents, tu as un conflit familial, bah, tu sais que tes parents, ils ont eu des vies avant et qu'en fait, quand ils s'incarnent, bah, parce que dans leur enfance, ils ont compris que nan, 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 et du coup, toi, tu sais que tu connais toute l'histoire, etc., qui se cache derrière, mais pour autant, tu as toujours ton problème avec eux. C'est ce que j'appelle la prison mentale, hein. Donc, on va s'imaginer, j'adore celle-là, je suis toujours surexcitée quand je dis ça, mais c'est tellement vrai, tout le monde connaît l'allégorie de la caverne de Platon. C'est T'en quand as même parlé. très T'en basique, as... hein. Ouais, Donc, Platon, hein, vas-y. qu'est-ce qu'il a dit? C'est voilà, on est tous dans une caverne, et ce qu'on voit dans cette caverne, c'est que les projections, donc ce ne sont que des ombres de ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, il y a bien un endroit et un envers. D'accord? Donc, c'est un peu comme ça. Je dirais qu'aujourd'hui, à l'échelle de l'humanité, on est tous dans la caverne, en fait. C'est la bonne nouvelle. On est tous dans cette caverne, on est tous un peu au stade un peu endormi, hein, ou végétatif. Voilà, hein, c'est un peu ça. Dans cette caverne ou dans cette bulle ou dans cette prison, parce que c'est un peu la même chose, on est bloqué là-dedans. Donc on est bloqué effectivement dans ce que nous sommes. On pense être comme ça, mais en fait on n'est pas comme ça, mais en fait on n'y arrive pas, mais en fait non, non, bah, bon, je passe tous les détails, et puis on a peur d'eux, et puis on croit qu'eux, et puis en fait c'est insupportable. Et puis on a un vélo dans la tête qui s'arrête jamais concrètement, c'est un truc de fou. Et on est dans cette prison et on se dit mais comment on sort? On a beau se cultiver, on a beau faire une thérapie psycho, trans, générationnalo, gico, machin chouette, parce qu'on n'invente que des mots extraordinaires pour parler tous de la même chose, mais on s'en fout, c'est pas grave, ce ne sont que des outils, donc c'est pas le plus important, mais on fait un maximum de travail sur soi, on comprend que effectivement nos parents, ils ont fait ça parce que dans l'enfance, ils ont eu ça, on comprend que si nous, en fait, aujourd'hui on est comme ça, c'est parce qu'on a vécu toutes ces blessures de l'enfance, et en fait, on comprend, voilà. Donc, ce que je dis souvent, c'est qu'on décore un peu mieux notre prison, en fait. Donc, on se dit, allez, aujourd'hui, je vais mettre un petit papier bien rose, parce qu'en fait, je me laisse un peu du blanc, puis je vais mettre un petit cadre en plus, et puis, attends, je vais me renseigner davantage sur telle problématique, du coup, je vais afficher un miroir, et puis je vais y mettre une petite plante parce que j'aime bien, et en fait, on rend ce petit espace très confortable. C'est vraiment ce qu'on fait, hein, mais inconsciemment, mais c'est fou, en fait. Donc, on se décore tout ça, on cherche à comprendre, à analyser, on décore, et on rend cette prison totalement confortable. Pourquoi? Parce que puisqu'on est comme ça, parce qu'on a été comme ça, ou parce qu'on a vécu ça, ben, du coup, on est légitime d'être comme ça. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Et c'est pas Je parce vois. qu'on va aller chercher mentalement toutes les raisons spirituelles à tous nos mal-être que ça va nous faire sortir pour autant de cet espace. Qu'est-ce qui va nous faire sortir de cet espace? Qu'est-ce qui va nous faire sortir de cette prison? Bah, c'est pas en la décorant davantage, c'est pas en cherchant le pourquoi du comment à chaque problématique, c'est pas en cherchant le pourquoi du comment à chaque souffrance, parce que finalement ça fait on fait juste que se renforcer dans la souffrance, où on réalimente la souffrance, où on s'identifie. Qui n'a jamais dit, bah de toute façon moi je suis comme ça parce que j'ai vécu ça. Bah, tout le monde le dit en fait. De toute façon, moi, je suis comme ça parce que mon père était comme ça. De toute façon, moi, je suis comme ça parce que ma mère m'a toujours dit que quand j'étais petite, non, 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 non. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, bah, en fait, tu vis le passé vit à travers toi dans le présent, quoi, en fait, concrètement. Mais comment on sort, en fait, de ça? Comment on C'est ça. sort de ça là? C'est ça, la clé. La prison mentale, elle est là. Comment C'est on ça. en sort? Alors Eh bien, justement, transition. ben, transition, enfin je sais même pas, je sais même plus où j'en suis dans mes questions, mais c'est pas grave. Alors C'est transition. pareil, ces questions. Voilà, on s'en fout. Transition. Du coup, alors moi, ce qui m'interroge, c'est parce que voilà, comme toi, j'ai fait plein de choses, j'ai appris des choses, j'ai vécu des choses. Et d'ailleurs, en retraite, tu disais, il y a des retraites qui t'emmènent en haut, et toi, tu nous emmènes en bas. Donc ça, je savais pas trop avant de venir en retraite, sinon je serais peut-être pas venue. mais effectivement, effectivement, avec toi, c'est un peu plus rock'n'roll, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que donc tu vas chercher en bas, c'est-à-dire pour moi ça veut dire aller chercher vraiment
les choses qu'il y a à libérer, peu importe la source, peu importe d'où elle vient, peu importe, parce qu'en fait, comme tu dis, on s'en fout, même si moi, j'avais besoin de savoir d'où ça venait, puisqu'il y a plein de choses que je n'ai pas compris. Hein, on était bien dans le bien mental. Moi, je pense que j'étais une bonne vieille résistante dans cette retraite. Mais du coup, c'est cette libération que moi, j'ai vécue. Et du coup, ça passe un peu quand même par la souffrance. Ça passe par quelque chose qui est quand même, euh, en tout cas personnellement, pour moi, ça a été beaucoup de tristesse, ça a été beaucoup d'émotions de libérer, beaucoup de choses et un poids en fait qui a lâché. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'objectif ou les outils que tu utilises et pourquoi tu utilises ces outils pour en fait faire quoi? Libérer de quoi? Mais je ne peux pas révéler ce secret-là, Manu. Si je révèle pourquoi j'utilise ça, tout le monde va le savoir à l'avance. Donc, tous les mentals de tous les gens ici ils vont le savoir à l'avance et du coup, ils vont me court-circuiter. C'est pour Alors, ça qu'on choisit ça. sans donner de détails, mais peut-être Non, je déconne. ce que tu Euh, veux partager en fait. Parce que je oui, comprends bien que c'est pas forcément bien d'expliquer tout, parce que voilà, parce que c'est cool aussi de pas savoir où tu vas. ah, mais le mental, il est vicieux. Hein. Le mental, il sait prendre l'information. Comme ça, s'il y a des personnes qui vont venir en retraite, ils vont savoir déjà d'avance ce qui va leur arriver. Donc, ils seront déjà mentalisés, donc ils seront déjà prêts. Au taquet. C'est pour ça que je ne parle jamais de programme en amont. Mais l'idée, en tout cas, la démarche, ça, c'est le plus important, effectivement, dans ce que tu dis. On en était à, voilà, on est dans cette prison intérieure. Et comment on fait pour en sortir, en fait. Voilà. Donc, ça va relier à qu'est-ce que je propose, qu'est-ce qu'on propose avec mon conjoint dans ces retraites. Ce qu'on propose, c'est ce qu'on a vécu. Voilà. Ça vient pas d'une théorie, ça vient pas d'un bouquin, ça vient pas de, en fait, non. Ça vient de l'expérience, du terrain. Et je pense que c'est comme ça qu'on suit un flot naturel et c'est comme ça que c'est naturel et que l'énergie passe. Comment dire si je parlais un peu de ma vie, ça permettrait d'illustrer un peu mieux le propos, on va dire. C'est souvent Vas-y. ça, de toute façon, l'exemple, c'est ce qui permet aux personnes de se rendre compte que hey, c'est pour ça qu'on fait ça comme ça aujourd'hui. On va dire que, pour parler un petit peu en exemplifiant, dans la spiritualité, il y a un biais principal. Donc, on va reprendre le point de départ, c'est-à-dire on est là, on est ici sur Terre, on se rend compte qu'il y a un problème. Hein. On se rend compte qu'on n'est pas heureux, on se rend compte que notre vie n'a pas de sens. C'est le point de départ. C'est vraiment le point de départ de l'ouverture spirituelle, c'est ça. C'est se dire, mais merde, en fait, c'est quoi cette vie? Pourquoi je suis là? C'est quoi le sens? Qui je suis? C'est un réveil qui souvent passe par une forme de souffrance ou un événement traumatique ou un réveil quel qu'il soit, un petit tremblement de terre. Et ce jour-là, on se dit, eh merde, je suis en train de passer à côté. Et donc, on va commencer par une quête de soi, à aller chercher qu'est-ce que je suis en fait, qu'est-ce que je fous là, et quelle est ma mission sur cette terre. Donc, c'est le moteur quelque part. Mais attention, le premier biais dans lequel on va tomber, c'est le suivant, c'est que on va aller ouvrir effectivement tout ce champ de la spiritualité. Il faut savoir qu'il y a un grand champ. En fait, c'est comme un supermarché. Hein. C'est horrible quand je dis ça, mais je le pense vraiment. C'est un peu comme un supermarché. Il y a 1 milliard de techniques, il y a 1 milliard de méthodes, il y a 1 milliard de trucs, et en fait, on n'y voit absolument pas clair et on se noie dedans. Et je vais même ajouter que ça noie le processus parce qu'en fait, on a une tendance, enfin, le mental a une tendance à toujours vouloir tout essayer et tout comprendre. Donc en fait, vu qu'il y a énormément de techniques spirituelles aujourd'hui sur le marché, bah, les gens vont tout essayer. Mais le problème, c'est qu'ils vont jamais rien essayer plus longtemps que 2 jours, en gros, ou 3, ou une semaine. Et donc, il va jamais y avoir de résultat, et donc c'est le serpent qui se mord la queue. Ça, c'est l'option numéro 1. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va aller voir des thérapeutes. On va faire de la thérapie parce que notre copine a dit que, ou parce qu'un tel nous a conseillé machin. Et donc, dans cette thérapie, on va être en individuel, donc on va sentir quand même qu'on avance. On va faire des expériences, parce que qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? C'est avant tout de vivre des choses, de les ressentir. Il y a un côté quand même mystique et magique derrière la spiritualité, derrière toutes ces capacités extrasensorielles. Ouais, moi je suis médium, tu vois. Le truc dans la tête des gens, c'est un truc de fou, quoi. Hein. Moi, je suis passée à travers les murs, ou je sais faire de la lévitation, ou je sais parler avec les anges. Tout le monde a envie de faire ça. Et là, c'est le premier biais, en fait. On se perd là-dedans. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va aller effectivement s'enfoncer là-dedans. Donc, c'est ce que j'ai fait en l'occurrence. C'est aller se faire un biais, c'est-à-dire croire que la spiritualité, c'est les capacités extrasensorielles.
Donc, on va croire qu'effectivement, être spirituel, c'est être médium. Être spirituel, c'est savoir communiquer avec l'au-delà. Être spirituel, mais c'est pas ça être spirituel en fait. Et ça, c'est ce qu'on croit, parce que la société nous véhicule aussi ce message-là, et parce que le mental aime bien ce message-là. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va aller là-dedans à fond de balle. Et je vais vous assurer que c'est facile, en fait. C'est hyper facile de s'élever et d'aller communiquer avec l'au-delà. Et tout le monde en est capable. C'est très simple. C'est d'une simplicité déconcertante, en fait. Et qu'est-ce qui se passe, du coup? C'est que quand on va se mettre à communiquer avec l'au-delà, quand on va se mettre à ouvrir des canaux plus supérieurs, donc plutôt les chakras du haut, la connexion à la reliance, on va commencer à se sentir péter plus haut que son cul, pour faire simple. Je parle un peu crûment, mais c'est la vérité. On va se sentir supérieur aux autres, on va commencer à se dire « Waouh, je perçois des choses, je suis différent, je me sens supérieur aux autres, etc. » On va commencer à vouloir donner des conseils aux autres, aider les autres. Ouais, sauf qu'on a oublié que l'arbre, pour pousser, il a besoin de s'ancrer. Donc, en fait, on est en train de déployer toutes les branches. On monte bien vers le ciel. Ça, il n'y a pas de problème, on sait faire. Parce que là-haut, c'est cool. Je vous assure, c'est pas coucou les petits oiseaux, parce que la spiritualité, c'est pas ça. Mais c'est des mondes de lumière. C'est des mondes de... Voilà, après, attention, quand on monte, il y a aussi des pièges. Il y a le bas astral, il y a plein de choses. Mais c'est quand même des mondes de lumière. Communiquer avec les anges, c'est plus sympa que d'aller voir sa merde, bon, concrètement. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On monte, et on tombe dans l'ego spirituel. Et l'ego spirituel, c'est le pire des égos, parce qu'effectivement, on monte, on a une reliance, on a un canal ouvert, on va communiquer avec des choses dont on ne sait pas vraiment ce que c'est, on communique avec des entités, on va appeler ça des guides, on ne sait pas vraiment qui sont nos guides, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, en plus on ne sait pas vraiment ce qu'on est en train de canaliser, parce que bref, en étant qu'en haut, on ne peut pas canaliser quelque chose de très haut, parce qu'il faut d'abord s'ancrer pour pouvoir monter, mais passons, on a l'impression de... Et on va tomber dans ce piège-là, et on va tomber dans l'ego spirituel. Et un beau jour, pas fait comme un autre, il va y avoir un nouveau tsunami dans la vie. Parce que quand on est dans les mondes d'en haut, on oublie de s'ancrer sur Terre. Donc on n'est plus du tout relié à la Terre, on n'est plus du tout concret, on n'est plus du tout matériel, et on n'est que dans un espèce de planage. On a du mal à concrétiser, on a du mal à créer, on a du mal à attirer des gens. Et on revient à la question initiale, comment on crée un business? Donc on n'y arrive pas concrètement. Et donc qu'est-ce qui se passe souvent? Et là, il y a un cataclysme. C'est à nouveau une grosse tempête dans la vie, et ça nous ramène un peu plus bas. Et en bas, donc c'est effectivement la démarche des retraites, c'est d'aller vous faire voir ce qu'il y a en bas. Donc en bas, dans les chakras inférieurs ou dans les mondes d'en bas, si on parle plus en chamanisme, c'est là où on va aller stocker tous nos petits secrets, toutes nos petites boîtes ténébreuses, tous les petits trucs démoniaques, vous savez, tous ces machins qu'on ne pensait jamais avoir et qu'on ne voulait surtout jamais voir, qui peuvent être liés de cette vie et d'autres vies, évidemment, de tout le bagage de toutes les vies. Donc on a des choses en plus qui ne ressemblent pas vraiment à ce qu'on fait aujourd'hui, mais qui sont pourtant là. Et toutes ces choses-là, c'est comme des petites boîtes qui se sont entassées en nous, donc dans les profondeurs de notre âme, en l'occurrence, parce que c'est bien dans l'âme qu'on travaille. C'est toutes les médecines qu'on propose en retraite, ce sont des médecines de l'âme qui ont une incidence au niveau cellulaire, au niveau de la reprogrammation de l'ADN. Et donc, on va aller ouvrir toutes ces petites boîtes merdiques. Et là-dedans, c'est de la souffrance. Oui, carrément. C'est des émotions qui ont été refoulées, c'est de la souffrance, c'est tout ce qu'on n'a pas voulu voir, c'est tout ce qui fait qu'on est enlisé, on est enfermé, c'est tout ce qui nous tient dans notre prison. Tout ce qui nous retient dans la prison, c'est ce qui est en bas, c'est pas ce qui est en haut. Et pour pouvoir sortir de la prison, encore faut-il transcender, traverser toutes ces boîtes qui nous enferment dans cette prison. Et donc, c'est ça la proposition des retraites. Et vous comprendrez très facilement que l'arbre, pour pousser, il a besoin de s'ancrer. Un arbre qui n'a pas des racines assez profondes, à la première tempête, il se casse la gueule. Et c'est bien ce qui se passe chez beaucoup de personnes dans les sphères spirituelles ou dans les sphères trop là-haut, là. Et ben, il se casse la gueule à la première tempête. Et c'est bien ça le chemin, c'est d'aller d'abord chercher, creuser. Au fur et à mesure qu'on creuse, on s'élève, et pas l'inverse. Donc c'est la démarche qu'on propose en retraite. Et c'est une démarche qui est, effectivement, comme tu le dis Manu, c'est pas évident, ça nous fait souffrir. Mais oui, mais la souffrance, c'est quoi? C'est avant tout ce qu'on en fait, c'est avant tout ce qu'on croit. Derrière chaque souffrance, on pourrait changer de regard et dire que derrière chaque souffrance, finalement, c'est une libération. Exactement. Ce qui est le cas. Si on regarde après, le monde d'après, l'après-retraite est beaucoup plus sympa que l'avant-retraite. Surtout la retraite avant confinement. Je dois avouer que le timing était parfait. Et alors, du coup, je voudrais juste revenir sur le chamanisme. Parce que tu proposes, on a parlé un petit peu, mais j'aimerais que tu nous dises, pas pendant 3 heures, parce que c'est vrai qu'on peut en parler pendant longtemps, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu
pour toi ce qu'est le chamanisme, d'où ça vient et pourquoi aujourd'hui on en a besoin dans notre monde-là. En quoi ça Bah, va nous servir? c'est d'une logique implacable. Moi, c'est le chamanisme qui m'a ramené sur Terre. J'étais partie. Hein. J'étais partie dans l'ego spirituel, dans le coucou et les petits oiseaux. Moi, j'avais des capacités extrasensorielles très développées. Une capacité très simple à lire le chant de l'autre, à connaître sa vie en 2 secondes en le regardant. Aucun souci en fait, c'était d'une logique implacable. J'ai ouvert ça en un claquement de doigts. Ça a été très facile, mais du coup je me suis perdue là-dedans. Et c'est le chamanisme qui m'a ramené les 2 pieds sur terre et qui m'a dit mais qu'est-ce que tu fous là? T'es à l'ouest? Ouais, grave, je suis à l'ouest. Donc c'était il y a bientôt 2 ans maintenant, hein, donc c'est pas si vieux quand même. Hein. C'est quand même assez récent que le retour sur Terre s'est opéré il y a 2 ans. Et ce retour, je le remercie. Et c'est en ça que le chamanisme est utile aujourd'hui dans les sociétés contemporaines, parce que vu qu'on est sans cesse dans le mental, on est aussi en haut, hein, on n'est pas en bas quand on est dans le mental. On est dans une société hyper mentale. Et donc on oublie notre connexion à la Terre, en fait. On oublie notre reliance. L'être humain, il a une connexion cosmo-tellurique. Donc, il est relié au ciel et à la terre. Mais aujourd'hui, dans les sociétés dans lesquelles on vit, on est bourré là-haut et on n'a plus aucune énergie en bas. Or, ce qui se passe, c'est quand même ce qu'il faut savoir d'un point de vue énergétique, c'est que l'énergie vitale, ce qui nous permet vraiment d'avoir un élan de vie, la créativité, ce qui fait qu'on a un impulse de vie, ça ne se situe pas en haut, c'est en bas, c'est dans le nombril. Donc, c'est dire comme les sociétés nous désaxent en fait. Et tout est fait pour nous désaxer. Tout est fait pour qu'on ne retrouve pas notre plein pouvoir et notre plein potentiel. On est quand même dans une société d'asservissement. Mais bon, passons, ce n'est pas le sujet. Donc, tout ça pour vous dire que le chamanisme, c'est ça l'invitation. Un chaman, si vous avez la chance d'en rencontrer, attention, il y a beaucoup de faux chamans, je tiens à le dire. Les gens qui se prétendent chamans, c'est pas des chamans, hein, concrètement. Parce que celui qui est chaman, c'est celui qu'on ne voit pas, en fait. Pourtant, il est visible, hein, je tiens à vous le dire. Parce que souvent, il a les 2 pieds bien dans la terre. Hein, il peut être assez corpulent, en l'occurrence, parfois. Hein, si vous allez en Mongolie, par exemple, moi j'ai des souvenirs des steppes mongoles avec les chamans mongols. C'était vraiment, tu les voyais arriver au milieu des yourtes, tu pouvais pas les louper, quoi. C'était beau. C'était pas du tout couicou les petits oiseaux, hein. Ils chantaient pas. Non, c'est le tambour. Le tambour, c'est la terre. On se relie au centre de la terre. On se relie vraiment au truc tellurique, donc plutôt le rouge, hein, voilà. Donc vraiment, on relie la terre. Et donc, le chaman, c'est quoi? C'est un individu qui va être en capacité d'aller voyager dans différents plans de conscience qu'on va appeler en chamanisme des mondes, mais peu importe, c'est pas tant ça qui nous intéresse. Il va aller voyager dans différents plans de conscience, il va aller chercher de l'information dans ces plans de conscience. Mais il va aller chercher de l'information pas juste pour aller la chercher, pour la ramener, pour l'incarner, pour la véhiculer, pour la donner aux personnes qui en ont besoin. Donc un chaman, c'est à la fois un guérisseur, mais dans les temps passés, c'était pas qu'un guérisseur, c'était aussi celui qui nous disait, voilà, où était le troupeau quand on était les chasseurs-cueilleurs, hein, il fallait bien trouver les troupeaux et l'eau. Donc c'était quelqu'un quand même qui était très concret dans la matière, et aujourd'hui c'est devenu plus dans l'imagerie collective, on pense à un guérisseur. Il faut savoir qu'il n'y a pas un chamanisme, mais des chamanismes. C'est comme quand on dit je suis allé en Inde. Ouais, enfin bon, ou en Inde, parce que concrètement, entre le nord, le sud, l'est, l'ouest, il y a je sais pas combien d'États, et à chaque État, sa particularité. Le chamanisme, c'est la même chose. Mais ce qu'on pourrait englober dans la totalité, c'est quoi? C'est vraiment une pratique, c'est vraiment, au-delà de ça, un art de vivre. C'est même pas un outil, c'est un art de vivre qu'on peut intégrer dans nos cellules, un art de vivre qui nous apprend à descendre dans la terre, à s'ancrer sur cette terre, à accepter la réalité telle qu'elle est, à comprendre qu'on s'est incarné ici, non pas pour être là-haut. Si on est ici, c'est pas pour être là-haut. Donc, c'est bien ça que nous rappelle le chamanisme. C'est qu'est-ce que tu viens foutre sur Terre, mais vas-y, incarne ta puissance, incarne ta profondeur, incarne ton être véritable et vis-le pleinement, parce que c'est ce qu'on te demande. Et du coup, tu parlais de tambour parce que tu en utilises pas mal dans tes retraites. J'ai un moustique qui me tourne autour. J'espère que je ne vais pas l'avaler en parlant. Du coup, tu utilises pas mal les tambours, etc., qui effectivement a un effet. On parlait de vibration, on est tous vibration, on est tous énergie, donc on a tous un taux vibratoire plus ou moins élevé. Donc, comment justement ces tambours ont un impact sur notre accès en bas et donc notre accès à pouvoir se libérer des souffrances? En fait, le tambour, bon,
en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs techniques chamaniques, enfin, il y a plusieurs traditions chamaniques. Ce pas des techniques, c'est vraiment des traditions. Ça vient de différentes tribus aborigènes à travers le monde et ça a été vraiment c'est une des médecines les plus ancestrales, hein, clairement, une des plus profondes. Quand on va dans la forêt amazonienne, on le comprend. Mais tout ça pour dire qu'il y a plusieurs pratiques. Donc, il y en a qui vont pratiquer avec des plantes, il y en a qui vont pratiquer avec des tambours. Ce qu'il faut comprendre avec les tambours, c'est que le tambour, c'est pas juste un instrument. Effectivement, c'est un guérisseur. Chaque instrument de musique dégage une certaine forme de vibration. Il faut s'imaginer, ce que j'aime souvent à dire, c'est qu'on est tous, en tant qu'êtres humains incarnés sur cette terre, on est tous un peu comme des instruments. On est tous des instruments qui doivent s'accorder les uns avec les autres pour créer une forme d'harmonie. En l'occurrence, la guerre, c'est bien le symptôme d'une disharmonie. Il y a quelque chose qui sonne faux. On dit souvent ça sonne faux. C'est pas par hasard qu'on dit ça. Parce qu'en fait, chaque instrument se doit d'être accordé. Puis il y a des fois, on va s'accorder sur une fréquence élevée, il y a des fois sur une fréquence grave. Et le tambour, c'est selon les tambours, hein, il y a des tambours qui travaillent plus ou moins sur certains espaces, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le tambour émet une fréquence qui va rentrer en lien avec les fréquences cérébrales. Donc, dans le cerveau, on a des ondes qui sont mesurables. On parle d'ondes alpha, d'ondes bêta, d'ondes... Bon, voilà, je ne vais pas toutes les développer ici. Mais ce qui se passe, c'est que le tambour va nous permettre de basculer dans ce qu'on appelle un état de conscience dit modifié. On va modifier la structure des ondes cérébrales. Donc, on va passer d'une onde cérébrale très active, qui est liée au mental, à une onde cérébrale plus lente. Et ce passage vers des ondes cérébrales plus lentes va opérer un transfert. On va parler des hémisphères du cerveau, hein, pour être très concret. On va passer de l'hémisphère gauche, qui est plutôt la sphère du mental et de la raison, vers un hémisphère droit, qui est plutôt la porte de l'intuition et de l'ouverture. Et c'est ici, à cet endroit, que se situe une porte d'ouverture vers la conscience, vers les différents espaces dans lesquels le chaman ou les personnes qui ont besoin de voyager voyagent. Mais avant tout, effectivement, le chamanisme nous emmène vers le bas et les voyages qu'on entreprend vers le bas sont avant tout des voyages, donc c'est une médecine de l'âme. Et l'idée, c'est quoi du chamanisme? C'est d'aller rencontrer nos peurs, d'aller transcender les peurs. C'est vraiment une médecine qui est extraordinaire pour travailler avec les peurs, pour travailler toutes ces boîtes de souffrance qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous empêchent de sortir de cette prison. Voilà, c'est important de le dire. Et alors, ouais, du coup, c'est bon, c'est hyper intéressant. Et on disait, on pourrait faire 1 heure sur le chamanisme. Donc, Oui. pourquoi pas? Parce que, enfin, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Est-ce que, alors, là, on est quand même, il y a 50, il y a 60 personnes sur cet appel, donc c'est top. Bienvenue à tous, j'en ai accepté plein en passage. Alors, on n'a pas tous accès aux retraites. En ce moment, personne, malheureusement. Je sais que tu as dû en annuler plus d'une. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui au quotidien, dans notre petit état de confinement ou non d'ailleurs, parce que tu disais, tu t'ancres tous les jours, tu fais ça au quotidien. Donc, quels sont justement tes rituels ou qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme petit rituel accessible à tous pour justement commencer à s'ancrer et commencer à pouvoir atteindre justement cet état de conscience qui est dans l'hémisphère droit du cerveau? Bah, la question, elle est simple, en fait. C'est comment on s'ancre, en fait. Comment on Ouais. s'ancre parce qu'effectivement, bah, déjà, il faut vouloir s'ancrer. Donc, déjà, il faut laisser tomber les violons du style « Ouais, mais moi, j'entends souvent ça en retraite et je l'entends souvent même dans ma vie quotidienne. » Et je l'ai moi-même dit, hein, je m'inclus là-dedans, je l'ai dit au passé. J'ai du mal à m'incarner parce qu'en fait, j'ai pas été accueillie sur Terre. Ou parce que j'ai énormément souffert, parce que j'ai été blessée quand j'étais petit. En fait, il y a plein de biais qui font qu'on a du mal à s'incarner, on a du mal à s'ancrer dans la terre, parce que déjà, en fait, au niveau de l'ancrage, il faut bien s'imaginer que l'ancrage, c'est pas juste l'ancrage énergétique. Il y a des gens, ils vont faire des câlins à des arbres, ils pensent qu'ils sont ancrés. Mais vous n'êtes pas ancrés si vous faites des câlins à des arbres. Vous êtes ancrés au niveau énergétique, oui, mais vous n'êtes pas ancrés au niveau du mental, au niveau émotionnel. L'ancrage émotionnel, c'est quoi? C'est la capacité à non pas contrôler ses émotions, mais à les vivre pleinement sans se faire absorber par l'émotion. Et l'ancrage mental, c'est quoi? C'est la capacité à être sur Terre et à incarner sa réalité, donc à concrétiser. On a des idées, on les concrétise. Ça, c'est un ancrage mental. Donc, on voit bien qu'il y a plusieurs types d'ancrage et qu'il y a plusieurs façons, effectivement, d'incarner ce que nous sommes. Mais alors, la première question, c'est déjà, il faut réussir à s'ancrer. Donc, déjà, c'est observer quels sont tous les biais qui nous empêchent de nous ancrer.
Et il y en a déjà pas mal, déjà. Parce que tout le monde dit, oui, moi j'ai envie de m'en créer. Oui, mais bon, oui, enfin bon, t'as envie, c'est bien gentil. Mais concrètement, qu'est-ce qui t'en empêche d'abord? Parce que c'est pas tout d'en avoir envie. Encore faut-il comprendre d'où viennent les blocages. Donc, est-ce que ça vient plutôt d'un manque d'ancrage mental, d'un manque d'ancrage émotionnel, d'un manque d'ancrage énergétique? Parce que le manque d'ancrage énergétique ou physique aussi, ça va se traduire par des vides de reins. C'est des gens qui sont tout le temps fatigués, en fait, qui ont toujours des problèmes avec les reins. Qui ont toujours des reins faibles. On va parler en médecine chinoise de reins faibles, de faiblesse dans les reins, de vide de reins. Et donc, quelque part, la clé pour sortir de cet espace d'emprisonnement de soi, donc cette prison, pour en sortir, la première étape, c'est bien évidemment d'être incarné. Donc, d'être pleinement incarné. Et donc, il y a plein de choses qui nous empêchent d'être pleinement incarnés. Et toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas aller faire des voyages, on ne va pas aller voir des médiums, on ne va pas aller... C'est pas comme ça qu'on transmet, en tout cas dans les retraites. Ce qu'on transmet, nous, c'est le pouvoir de l'instant présent. Donc, c'est comment incarner sa vérité? Déjà en étant dans le présent. Comment voulez-vous incarner qui vous êtes si vous êtes dans le passé ou dans le futur, si vous n'êtes pas présent? Donc, c'est bien le point d'ancrage, c'est d'être présent à soi. Et quand on est dans le mental, on n'est pas présent. Quand on est dans la notion de temporalité, on n'est pas présent. Quand on est complètement déconnecté de son corps physique, on n'est pas dans le présent. On est encore plus dans le mental. Quand on n'a aucune sensation, j'ai des gens, ils sentent rien. C'est un truc de fou. On peut les piquer, ils sentent rien. On se balade dans la forêt, ils sentent pas l'herbe sous leurs pieds, ils sentent pas les odeurs de la forêt, ils sentent rien. Ils sont tellement déconnectés de leur sens qu'ils sentent plus rien. Parce qu'ils sont en train de penser à je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais comment voulez-vous avancer sur un chemin si vous n'êtes même pas sur le chemin? En fait, c'est Mais vraiment du ça coup, l'idée. alors ça, c'est exactement ça. Le moment présent. Donc oui, le pouvoir du moment présent, on en a parlé en retraite. Moi, c'était le premier livre qui m'a vraiment, vraiment qui m'a pris. J'ai réalisé plein de trucs. Je me suis dit, mais c'est ça que j'ai lu, je ne sais plus en quelle année, je crois 2015, 2014. Et du coup, oui, il explique exactement ça. Donc, il explique justement l'âme et en quoi le mental n'est pas nous, en fait. Il nous explique, en fait, on n'est pas identifié à notre mental, que ce qui se passe en nous, dans notre tête, c'est pas nous, en fait. C'est projection de tout ce qu'on a parlé, le passé, etc. Mais en fait, comment on fait pour accéder à ce moment présent et le cultiver? Parce qu'en retraite, on fait beaucoup de travail là-dessus. Donc, on a utilisé pas mal de techniques. Moi, j'utilise beaucoup la respiration, reconnexion au corps. Mais comment on fait pour cultiver ça? Et justement, comment ça nous aide pour libérer le mental? En fait, voilà, c'est vraiment ça. Donc, vous l'aurez compris, pour avancer sur un chemin, encore faut-il être sur le chemin. Donc, pour être sur le chemin, encore faut-il être présent. Bon, on y est tous. Ça, c'est assez simple à comprendre. Mais comment on fait pour être présent? Ça, c'est une autre question. Donc, comment on fait pour être présent? Comment on fait pour sortir du mental, en fait? Comment on fait pour sortir du mental? Eh bien, la réponse, c'est que vous ne pourrez jamais stopper l'activité du mental. Ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que si vous prenez un peu de recul et si vous avez accès à certaines connaissances, vous comprendrez que le mental fait partie de nos corps. En fait, il faut s'imaginer qu'on est des êtres multidimensionnels avec des corps, donc différents types de corps. On a le corps physique, celui qu'on sent. On a le corps énergétique, ce qu'on va appeler le corps éthérique, c'est-à-dire celui qui nous donne cette énergie. On me dit souvent, c'est quoi l'énergie? Je sais pas, moi, c'est ce qui permet de bouger. Je sais pas, ça paraît logique. Cette énergie qui circule, qu'on peut sentir avec des picotements, sensations de chaleur. Le corps éthérique. Ensuite, on va avoir d'autres couches. On va avoir le corps mental, le corps émotionnel, et ainsi de suite. Je ne développe pas tous les corps parce qu'après, ça ne nous intéresse plus tellement. C'est les corps plus spirituels. Le corps mental fait donc partie de nos corps. Et la bonne nouvelle, c'est que ça nous suit même dans l'après-vie. Hein. Je ne vais pas parler de l'après-vie ici, ce n'est pas la thématique. Mais ça fait partie du bagage qu'on transporte de vie en vie quand même. Donc, le corps mental, c'est quelque chose d'inhérent à notre nature d'être humain. Donc, on ne peut jamais se dire, le mental, on va s'en séparer. Le mental, c'est un allié. En fait, c'est comment on fait d'un ennemi un allié. Ce qui se passe, en fait, c'est que il y a plein de raisons, par rapport à la société dans laquelle on vit, par rapport à l'éducation qu'on a pu vivre, par rapport à tout ce qu'on a pu vivre avant, par rapport à toute notre ancienne généalogie, par rapport à plein d'autres facteurs, on a engrammé dans nos cellules que c'était normal que le mental est les rênes de notre vie. Et en fait, c'est tellement normal qu'on n'a même pas conscience que c'est pas normal.
En fait, c'est ça qui est difficile au début, c'est qu'on n'a même pas conscience quand on est dans le mental. Parce qu'on est tellement habitué, on a tellement été programmé, et c'est tellement engrammé au niveau de nos cellules, on a comme des autoroutes, je prends souvent cette image-là, au niveau du cerveau, on a des connexions qui se font, des connexions neuronales. La connexion je suis le mental, elle est pleinement faite. C'est une autoroute grosse comme une pastèque qu'on prend tous les jours depuis qu'on est petit, voire avant, parce qu'il n'y a pas que ce bagage d'ici et maintenant, il y a le bagage d'avant. Et donc finalement, on a tellement été habitués à prendre cette autoroute et tout nous entretient dans cette autoroute. Tout. La société nous entretient là-dedans, toutes nos connaissances nous entretiennent là-dedans. Il n'y a pas énormément de gens sur Terre qui vibrent, il y en a de plus en plus et heureusement, et on est vraiment dans une période fait pour, donc il y a de plus en plus de gens qui s'élèvent au-dessus de ça et qui comprennent ça, qui commencent à l'incarner. Mais quand même, grosso modo, dans la vie quotidienne, si on vient d'une famille sacro-terrienne où tout ça, ça n'existe pas, c'est difficile de s'entourer de gens qui vibrent ça. Et donc finalement, c'est difficile de se rendre compte qu'on est dans le mental. Donc déjà, c'est s'en rendre compte. Et ça, c'est la pierre angulaire, c'est le point de départ, c'est de se rendre compte quand on y est. Et pour se rendre compte quand on est dans le mental, il y a un exercice très simple. En fait, vous allez vite comprendre qu'on a 60 000 pensées par jour. Bon, ça peut paraître beaucoup et on se dit, oh putain, comment on fait? On a 60 000 pensées par jour. La bonne nouvelle, c'est qu'elles ne viennent pas toutes du mental. On a des pensées qui viennent du mental, on a des pensées qui viennent de l'âme et on a des pensées qui viennent de l'au-delà, des guides, de nos familles d'âme, etc., etc. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à chaque fois qu'une pensée vient du mental, elle s'exprime de manière négative. C'est « j'y arriverai pas », de toute façon je suis nulle, de toute façon c'est trop dur pour moi, de toute façon je suis incapable, de toute façon oui là j'aimerais bien ça, mais en fait je peux pas parce que j'ai pas assez d'argent, parce que ceci, parce que ça. Donc c'est celui qui veut se justifier, c'est celui qui est négatif, c'est celui qui est toujours plombant, vous savez, c'est vraiment le truc lourd en fait, on se sent lourd quand on est dans le mental, c'est quand même des énergies basses, alors que l'âme, quand elle nous parle, elle va dire « Ah, c'est génial, tu vois, tu y es arrivé, tu vois, tu avances, tu vois, c'est merveilleux. » C'est tout le champ positif, en fait. C'est vraiment la petite voix, la petite étincelle qui va nous donner un petit rayon de soleil. Et les guides, c'est encore autre chose, mais c'est pas le plus important ici. Donc déjà, pour revenir dans l'instant présent, c'est déjà observer quand est-ce que c'est le mental qui nous parle et quand est-ce que c'est l'âme. Savoir discerner. Mais le souci, c'est qu'on a tellement été habitué à être que dans le mental qu'on ne perçoit plus les autres pensées, tout ce qui est du domaine de l'intuition, toutes ces petites phrases et tous ces petits messages de l'âme. Donc, c'est déjà observer quand on est dans la négation. Et on est dans la négation, vous l'observerez très souvent. On est dans le jugement, la critique, la négativité quasiment toute la journée. Et donc, c'est observer ça. L'observer sans chercher à comprendre, sans chercher à faire quoi que ce soit. Et c'est ça le plus dur, parce qu'on cherche à comprendre. Ouais, pourquoi je suis en train de critiquer un tel? Ouais, pourquoi je suis en train de dire ça? Ah oui, parce que quand j'étais petit, j'ai vécu ça. Du coup, je réagis comme ça parce que... Mais non, en fait, on ne vous demande pas ça. On demande juste d'observer les pensées. Les observer sans critiquer, sans juger, sans chercher à analyser. Ça, c'est la première chose. Pour s'aider à ressentir, pour s'aider à percevoir les pensées, ce qu'on peut faire également, c'est apprendre à faire une activité une par une. Genre, je cuisine, je coupe mes légumes, je suis en train de couper mes légumes. Et je me concentre et je mets mon attention sur ce que je suis en train de faire. L'action nous amène à calmer le mental. Donc, quand vous faites une action, apprenez à faire l'action pleinement. Je suis dans ma voiture, je conduis, je conduis. Je ne suis pas en train de, je sais pas quoi, je conduis, je me concentre. La concentration, c'est le meilleur moyen de quelque part de développer des capacités de vigilance et d'observation de soi. Donc on va commencer petit à petit donc par se concentrer sur une activité. Ensuite, il y a également une autre technique qui consiste à vraiment, c'est connecter avec nos sens. Parce que nos sens, c'est du domaine de l'âme, c'est pas du domaine du mental. Les sens, le toucher, l'ouïe, l'odorat, quand vous êtes face à un coucher de soleil et que c'est magnifique, et que vous êtes en extase, vous n'êtes pas en train de penser à votre grand-mère, vous êtes devant le coucher du soleil et vous êtes waouh. Et bien, faites des waouh. Parce que les waouh, c'est l'âme qui s'exprime à travers vous. Donc, c'est hop, on rebranche vers l'âme. Donc, petit à petit, on trouve des techniques, des outils pour rebrancher un canal qui a été débranché, clairement. Une autoroute qui a pu être utilisée pendant des années, c'est l'autoroute vers l'âme. D'accord? C'est comme ça qu'on rechemine tranquillement vers plus d'âme déjà. Et ensuite, le mental, on l'observe. Alors, au début, c'est un travail de dur labeur. C'est très difficile.
On ne va pas le cacher, hein, et c'est pour ça que les retraites peuvent nous aider, parce que, et c'est pas pour vendre les retraites que je dis ça, c'est vraiment parce que c'est vrai, parce que qu'est-ce qui nous empêche d'observer le mental et les pensées? C'est qu'on a 1 milliard de pensées, et c'est qu'on a 1 milliard de charges, et qu'on a 1 milliard d'émotions, et qu'on a 1 milliard de croyances, et qu'on a 1 milliard de bagages, en fait. On a je sais pas combien d'informations dans nos différents corps. Donc au début, c'est difficile d'y voir clair. Et quelque part, une retraite, ça permet de balayer un peu le plancher, hein, de secouer le tapis, et donc de voir clair. Voilà. Et une fois qu'on voit clair, on peut du coup commencer à être un peu plus vigilant. On observe les pensées et ensuite on les reprogramme. C'est pas le tout de les observer. Les observer ne suffit pas. Alors les observer, c'est le point d'ancrage, c'est le point de démarrage. C'est je m'observe en train de dire ça. Je vois que je suis en train je vois le mental qui est en train par la négation ou par une technique, de m'emmener vers un schéma limitant. Exemple, vous souffrez. Je sais pas, moi, il y a un événement qui est arrivé dans votre vie, vous êtes séparé de votre conjoint. C'est une souffrance absolue. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Il y a plein de biais dans lesquels le mental cherche à nous emmener pour nous enfoncer et nous enfermer. L'une des boucles d'enfermement les plus connues, c'est la victime et le bourreau, en gros. Donc en fait, on vit une souffrance, hein, une rupture avec un conjoint, un accident de la route, peu importe ce qui peut arriver dans la vie, il y a quand même beaucoup de souffrances et ça fait partie du chemin. Et c'est heureusement qu'elles sont là parce que c'est elles qui nous élèvent. Donc ces souffrances, eh ben, qu'est-ce qu'on va observer? Je vis une souffrance. Qu'est-ce que va faire le mental? Ouais, de toute façon, t'étais trop nul. Oui, mais de toute façon, tu pouvais jamais y arriver. Soit il va vous mettre dans la victime, la culpabilité, la victime, le drame. Alors, on se crée un drame personnel. On est là, et puis on s'enfonce dans le drame parce que, bah ouais, c'est horrible en fait. Et puis on appelle la bonne copine et on lui raconte, histoire de s'enfoncer encore plus. Mais tout ça, c'est du mental. Si au moment où on commence à faire la victime et à dire ouais mais tu comprends, je peux pas, j'y arriverai pas, et puis c'est trop difficile, tu comprends tout ce que je vis, on a tous des bons copains ou nous-mêmes qui sommes comme ça, toujours à s'en rajouter 3 caisses. Si à ce moment-là on se redresse les manches et on se dit ah non non non, mais non en fait la victime c'est bon, j'en ai eu ma claque là, le drame c'est bon, je suis au millième drame de ma vie, je peux pas en faire un unième, je vais peut-être m'arrêter un coup, non, je vais peut-être arrêter, sortir de ça. Sortez. Et là, qu'est-ce qu'on se dit intérieurement? Mais tout va bien, ça va bien se passer. Oui, c'est une épreuve. L'univers est en train de t'envoyer un truc à chier qui t'emmerde concrètement et qui est difficile pour toi. Mais c'est fait pour. Donc on se rappelle, l'espace d'un instant, ce qu'on a appris dans les bouquins, justement. Et quand on se rappelle ce qu'on a appris dans les bouquins, eh ben, ça descend dans nos cellules à ce moment-là. Parce qu'on est en train de l'expérimenter. Faire descendre quelque chose du mental dans les cellules et l'intégrer pleinement, c'est réussir à l'expérimenter sur le moment. Donc, si vous intégrez plein de choses au niveau du mental, que effectivement la vie est juste, que l'univers, je sais pas quoi, mais que vous êtes incapable de le faire sur le moment, vous l'intégrez pas. Donc, finalement, la souffrance, finalement, les épreuves, finalement, le mental, c'est notre principal allié parce que c'est lui qui nous permet d'intégrer dans nos cellules tout ce qu'on apprend. Si on est prêt à faire ce travail, effectivement, d'être présent et d'observer tout ça. Un truc sur lequel je voulais rebondir, parce que qui est quand même hyper important, on parlait justement d'aller regarder le mental, de faire face. Il y a aussi une part physique. Alors moi, c'est mon expérience personnelle d'avoir eu des problèmes physiques, des problèmes de dos, donc des douleurs constantes, des douleurs assez difficiles à vivre au quotidien. Et le jour où j'ai compris, parce qu'une fois que je suis passée de ma résistance à l'acceptation et de dire je vais regarder en face cette douleur, parce qu'en fait la douleur physique, et on le sait, c'est une projection du mental, une projection des émotions, une projection de tout ça qui se passe, et c'est aussi de pouvoir aller accueillir, donc accepter cette douleur qui est en nous pour pouvoir la transcender, c'est-à-dire être dans le présent, comprendre et accepter que cette douleur, elle fait partie de nous, elle fait partie de notre corps, mais elle est là pour nous enseigner quelque chose, elle n'est pas là pour nous faire descendre, elle est là pour nous faire descendre bas, on est déjà bas, mais justement pour la transcender, c'est-à-dire l'accepter, l'accueillir et vraiment commencer à rentrer en contact avec cette douleur et pareil avec les émotions. Je sais que dans nos familles, et vous allez sûrement vous reconnaître, il y a certains d'entre nous, et moi j'ai été éduquée comme ça, les émotions on ne les montre pas, on est fort, on avance,
on fait l'autruche et tout va bien et on continue à avancer. Sauf qu'à un moment donné, quand on commence à aller regarder les émotions en face, et je l'ai expérimenté à ta retraite, énormément de résistance, parce que moi, j'ai pas du tout l'habitude de pleurer, j'ai pas l'habitude j'ai été conditionnée pour être battante, pour être guerrier, pour être en mode tout va bien et c'est pas grave et on avance. Mais sauf qu'en fait, on avance avec ce tas, comme tu dis, de merde qui en fait nous fait ralentir. Et du coup, vraiment, ce qui m'a plu dans tes retraites, c'est d'aller te connecter aux émotions, même si c'est pas du tout une partie de plaisir, surtout pour les gens qui ont beaucoup de résistance, qui sont pas dans l'émotionnel et qui sont plus dans moi j'avance, je suis un battant et il n'y a pas de souffrance et tout va bien se passer. Sauf qu'à un moment donné, l'accumulation, elle a besoin de sortir. Et justement, de sortir ça, c'est libérer l'émotionnel, libérer les douleurs physiques, parce que aussi, comme dans tes retraites, il y a des gens qui expérimentent des douleurs physiques pour pouvoir les libérer, pouvoir libérer l'émotionnel. Et du coup, c'est aussi d'accueillir les pensées, les observer, mais aussi le physique, les émotions, et juste d'accueillir. Et quand aujourd'hui, j'ai jamais autant pleuré depuis ta retraite, Charlotte, je tiens à te le dire. Parce que maintenant, quand les larmes commencent à monter, j'ouvre les vannes plutôt que de faire non, c'est bon, ça va bien se passer. Et c'est vraiment, c'est libérateur, mais c'est vrai que ça fait bizarre quand on n'est pas habitué à être complètement ouvert et accueillir ça, cette entre guillemets, ce que moi j'aurais classifié de faiblesse. En fait, dans ce que tu dis, il y a un truc qui est important et c'est un message clé pour tout le monde parce qu'on s'en mêle les pinceaux dans l'émotion, les croyances, les pensées, l'âme, l'ego, le mental, la conscience, l'esprit. C'est un bordel là-dedans. Hein. Ce qu'il faut comprendre pour vraiment faire une analogie hyper simple, c'est que la pensée, c'est le point de départ. En fait, tout part de la pensée. Est-ce que vous êtes déjà demandé d'où venaient les pensées? C'est très intéressant à observer en fait. Hein. D'où viennent les pensées? Donc, on pense, il y a une pensée qui arrive à l'intérieur de nous. Cette pensée, à l'instant où on commence à y croire, elle va venir générer une émotion. Cette émotion, si on s'engouffre dedans et si on rentre dans le drame de notre vie, elle va générer une action. Donc, elle va se concrétiser dans la matière. Ça peut être une action qu'on va faire par l'extérieur et qu'on va derrière souvent regretter, ou ça peut être aussi une manifestation dans le corps physique, une douleur. Ça peut être aussi des événements dans notre vie. Hein, les accidents, on dit souvent, ils n'arrivent pas par hasard. Oui, parce qu'on a emmagasiné tellement d'émotionnel, on a emmagasiné tellement d'énergie à l'intérieur de nous, que cette énergie a besoin de péter à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on rentre dans l'action derrière. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on démantèle la pensée, donc on ne peut pas arrêter de penser, mais la seule chose qu'on puisse faire, c'est arrêter de croire en ce que l'on pense, arrêter de s'identifier à nos pensées, arrêter de croire que la pensée, c'est nous. La pensée, c'est pas nous. Parce que vous comprendrez en regardant un peu que si vous regardez d'où viennent les pensées, vous comprendrez qu'elles ne viennent pas de vous. Donc, les pensées, on observe les pensées, on démantèle les pensées. Et quand on apprend, du coup, ce travail d'observation, et donc c'est pas rejeter, c'est juste ne pas mettre son pouvoir dans la pensée, ne pas y croire. Et bien à cet instant-là, qu'est-ce qui se passe? Ça génère pas d'émotion et ça ne génère pas d'action. Et c'est comme ça qu'on sort du karma. Parce que le karma, c'est quoi? C'est je pense, je sécrète une émotion, je concrétise dans la matière. Et à chaque action que j'envoie, je récupère. C'est ce qu'on appelle le karma. Donc, j'envoie une action un peu inconsciente du type, je sais pas, quelqu'un m'a emmerdé, je lui gueule dessus. Bah, j'envoie, je gueule dessus. Bah, je récupère, je gueule dessus. Et c'est comme ça qu'on rentre dans une boucle karmique, tout simplement. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui s'enferment dans des conflits de génération en génération, de vie en vie, et qui n'en sortent pas, parce qu'ils continuent à alimenter cette boucle de pensée qui vient créer des émotions et qui vient concrétiser dans la matière. Donc c'est pour ça que si vous regardez toutes les vidéos de tous les grands maîtres spirituels du monde entier, ils adoptent tous le même discours. Tout commence par la pensée. Donc le point de départ, c'est là. Mais comme tu dis Manu, c'est très difficile au début parce qu'on a beaucoup d'informations et que c'est difficile de stabiliser cet espace, surtout quand on n'a pas été habitué. Et c'est surtout qu'il y a beaucoup de techniques et on se perd dans les techniques. Et moi, si je peux partager quelques techniques très simples, parce que le truc, c'est que le mental aime bien quand c'est compliqué. Donc on va sans arrêt complexifier. On pense que c'est difficile parce qu'on nous a dit que, alors que ce n'est pas difficile du tout, c'est très simple. Et c'est justement parce que c'est simple que ça rend la tâche difficile. Parce que le mental n'aime pas quand c'est simple. Donc, plutôt que d'aller chercher 1 milliard d'outils, 1 milliard de machins, 1 milliard de trucs, concentrez-vous uniquement sur 2-3 petits clés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la respiration, c'est une porte d'entrée de l'instant présent.
Si vous êtes conscient que vous respirez, vous êtes dans l'instant présent. La respiration, j'ai souvent à dire que c'est comme le pont entre le corps et l'esprit. Et c'est pas moi qui l'ai dit. C'est des yogis, il y a 4000 ans, qui l'ont compris. Et c'est pour ça que le yoga est toute une science, et un art de vivre qui a été développé avec comme point d'ancrage la respiration. Parce que le souffle, c'est ce qui nous permet de faire le pont entre la conscience et la pensée. Vous remarquerez que quand on est stressé, on a plein de pensées, on est dans une suractivité, on est suragité, notre corps commence à bouger. Et qu'est-ce qui se passe? Notre souffle s'accélère. Et quand on est détendu et qu'on n'a pas trop de pensées et qu'on va aller se coucher, bah, notre souffle ralentit, le rythme cardiaque, la respiration. Et donc, si on apprend à observer ce souffle, si on apprend à ralentir et à respirer, bah, on apprend du coup à calmer l'activité mentale. Et donc, en calmant l'activité mentale, on est mieux à même de pouvoir l'observer. Donc, le souffle, c'est la porte d'entrée. Une des portes d'entrée, il y en a plein d'autres. Et donc, c'est pour ça qu'en retraite, j'enseigne ce qu'on peut appeler des pranayamas, c'est des techniques respiratoires très simples pour venir rééquilibrer le souffle. Mais avant d'appliquer toutes ces techniques, mais juste respirer. Mettez-vous une alarme sur votre téléphone. Hein, l'alarme, elle va sonner 5 fois dans la journée et 5 fois, il est marqué respiration. Quand il est marqué respiration, vous prenez 1 minute et vous respirez pendant 1 minute. Vous allez voir, ça fait du bien en fait. Juste respirer. La méditation, c'est aussi une clé. Et la méditation, c'est pas ce qu'on nous dit. C'est pas, on nous dit un milliard de trucs, donc on ne sait plus ce qu'on nous dit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la méditation, c'est l'observation du souffle. C'est observer le souffle. Donc c'est je respire, j'ai conscience que j'expire. J'inspire, j'ai conscience que j'inspire. J'expire, j'ai conscience que j'expire. Si vous faites ça 5 minutes, vous allez voir, vous rentrez dans un espace qui est au-delà de la pensée, en fait, qui est au-delà des pensées. La méditation, c'est se recentrer, c'est une technique qui permet de se recentrer dans l'instant présent. Pourquoi? Parce qu'on ferme les yeux, on se pose, on arrête de bouger. Parce que le truc aussi, c'est qu'on veut avancer, mais on n'a pas compris que plus on bouge vers l'extérieur, moins on avance à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, ça bouge déjà beaucoup. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses, il y a déjà un surplus d'informations dans nos corps. Et le biais numéro 1 qu'on fait quand on veut avancer, c'est qu'on va vers l'extérieur. Donc on va chercher des outils, on va chercher des techniques, on va faire des stages, on va faire 1 milliard de trucs. Mais en fait, on est sans arrêt en mouvement. Et ce mouvement, ça empêche au corps de se stabiliser et donc à ce qu'il y a à l'intérieur d'être observé. Parce que si vous ajoutez l'observation de ce que vous êtes, plus l'observation de votre journée, plus l'observation du conjoint, plus l'observation de machin, plus l'observation, et que vous rentrez en interaction avec 1 milliard de gens, avec 1 milliard d'espaces, avec 1 milliard de trucs, bah c'est vachement plus compliqué de se recentrer sur soi. En fait. Donc, dans toutes les techniques un peu ancestrales et toutes les logiques un peu bouddhistes, hindouistes, ou tous ces dogmes un petit peu, c'est pas des dogmes, mais tous ces arts de vivre, nous enseignent tous l'immobilisme. Il faut savoir s'immobiliser. Et la méditation, ça permet de s'immobiliser un instant. Et quand on s'immobilise, on peut enfin voir ce qu'il y a dedans. Parce que tant qu'on bouge, on ne voit pas. Voilà. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est là où l'âme aussi peut nous parler. Les meilleures idées, c'est suite aux méditations, suite aux respirations, justement quand on s'est posé, quand on s'est arrêté, et il suffit d'une idée plutôt que d'être dans ce qui était ma spécificité, être dans le faire, le faire, le faire. Donc, moi, j'aime bien travailler beaucoup. Le travail, c'est la santé, hein, croyance qui dure depuis longtemps, qui dure plus, mais du coup, quand on arrive à s'arrêter, faire le vide, machin, et se retrouver dans du silence, là, en fait, on laisse l'âme nous parler. Et quand on a une idée qui nous vient justement pour concrétiser, ces idées-là, elles sont bonnes, en fait. Et elles fonctionnent. Et pour revenir sur le côté business, s'il y a des gens ici qui veulent concrétiser leur activité, c'est le silence, l'immobilité pour avoir les meilleures idées pour que ce soit efficace, en fait, aussi. Il y a un dernier truc que je voulais dire par rapport à ça, c'est que vous observerez aussi, si vous commencez à avoir un peu plus de conscience de votre corps, parce que c'est l'une des clés pour rentrer dans la présence, donc dans l'instant présent, c'est que dès que le corps est tendu et crispé, ça veut dire qu'on est dans le mental. Et en fait, l'une des clés les plus basiques, et elles sont tellement simples qu'on ne le fait pas, c'est de relâcher le corps. Et lâcher prise, c'est ça. On confond toujours le lâcher prise avec le laisser faire. Lâcher prise, c'est pas laisser faire. C'est pas dire oui, j'accepte, c'est juste. Mais non, c'est pas ça du tout. Le lâcher prise, c'est une posture. La posture, c'est quoi? C'est savoir être en capacité de se détendre dans l'adversité. Se détendre quand ça va mal. Parce que quand on se détend, on laisse l'énergie circuler, on laisse les fluides circuler, on laisse la magie opérer dans nos corps et on dépasse
l'événement ou l'obstacle beaucoup plus rapidement. Détendre les corps permet de revenir dans l'espace de l'instant présent. Tant qu'on est tendu, crispé, il n'y a rien qui circule. Et donc c'est pour ça que le yoga fait partie des techniques. On dit toujours ouais, le yoga ça aide énormément, bah oui, parce que ça vient détendre le corps. Mais une autre technique pour détendre le corps qui est aussi très simple et qui ne nécessite pas forcément de connaître le yoga en l'occurrence, c'est Cédric Michel. Vous connaissez la chaîne YouTube, hein, Cédric Michel, Bulle de sérénité. Lui, il fait des petites méditations de 15-20 minutes, ce qu'on appelle le yoga nidra. Vous vous allongez 15-20 minutes, vous mettez les écouteurs et vous vous laissez porter par Cédric Michel. Et en fait, vous allez apprendre à force, parce qu'au début c'est difficile, mais à force de persévérance, vous allez voir que votre corps va progressivement venir se relâcher. Au début, il faut s'imaginer que c'est un réapprentissage. Et en fait, on ne peut rien apprendre si on n'apprend pas d'abord à désapprendre. Le problème, c'est qu'on nous a, comme dit Manu, voilà, le travail, c'est la santé, voilà, on nous a appris des choses, on nous a appris des câblages, on nous a câblés d'une certaine manière. Donc, on a tout un faisceau de croyances qu'il faut aller démanteler pour bien évidemment revenir dans la présence. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, c'est apprendre à lâcher plutôt qu'apprendre à prendre. Le chemin spirituel, c'est pas le chemin de celui qui apprend des choses, c'est le chemin de celui qui apprend à désapprendre. Donc c'est relâcher, c'est lâcher tout ce qu'on nous a fait croire. Donc c'est apprendre à relâcher, à lâcher ces espaces qu'on pensait être nous, à accepter qu'en fait on s'est gouré, que c'était pas nous. Et donc c'est au fur et à mesure qu'on se déleste, comme un pèlerin qui retirerait, hein, le pèlerin il pèle, hein, c'est pour ça qu'on fait des pèlerinages, c'est pour peler, qu'on retire les différentes couches de l'oignon. À force de retirer les couches, on arrive au centre. Donc, il ne faut pas se décourager parce que ça peut prendre un certain temps avant de retirer toutes ces couches. Et c'est ça le chemin, c'est retirer les couches. Et le chemin, il est infini en fait. Ça ne s'arrête jamais. Un autre truc aussi qui peut être intéressant, il y a une application que je recommande moi à tous mes clients qui s'appelle Insight Timer, où il y a énormément de méditation et les body scans, en fait, c'est exactement ça. C'est relaxation du corps pour pouvoir détendre le corps avant de pouvoir passer en méditation et se détendre. Qui est la base en fait du stress, c'est un corps trop stressé, en fait, trop tendu. Donc, Insight Timer, il y en a plein. Il y en a, je crois qu'il y en a 33 000, c'est gratuit. Donc, ça, Lily vient de le partager dans la conversation. Ouais, super. Lily, au taquet, merci. Alors, je regarde juste l'heure parce que du coup, on a déjà dépassé l'heure, mais il y a tellement de choses. Alors, est-ce que tu peux… Ouais, une dernière, j'en ai deux. Mais deux bon, dans une. Alors, deux dans une. Non, quel est l'unique conseil que tu pourrais donner à toutes les personnes aujourd'hui présentes pour mieux gérer le confinement? Et vous pouvez poser vos questions sur le chat aussi. Si vous avez des questions, posez-les maintenant. On verra si on pourra en traiter. Bien sûr, ceux qui doivent partir, vous pouvez partir. De toute façon, je pense qu'on mettra cette vidéo en replay. Alors, conseil. Pour ceux qui se demandent ce que je fais, à qui je parle pas à un ange, hein, je parle à mon conjoint qui est assis par terre là-bas derrière et qui n'a pas envie de se montrer, mais qui est là dans l'énergie avec nous ce soir. Ah, Joachim, il va quand même peut-être faire un petit bisou parce qu'il me glisse des petits trucs depuis tout à l'heure, mais voilà. Coucou Joachim. c'est ça avec un ange. Hein. Voilà, donc oui, pour revenir à ça, et effectivement j'ai un message à donner par rapport à ça parce que il y a eu beaucoup de messages par rapport au coronavirus. On ne sait plus trop par quel bout s'y prendre. C'est pas évident de voir clair là-dedans. Vous verrez, si vous êtes intéressé par rapport à tout ce que j'ai pu déjà dire par rapport à ça, il y a une vidéo que j'ai faite avec Clotilde de l'Aromatech qui est sur ma page Facebook, où je parle un peu du coronavirus, des outils pour sortir de la peur et des égrégores. Donc, qu'est-ce qu'un égrégore? Un phénomène de pensée. Hein. À force d'avoir peur, tout le monde a peur et ça crée comme un nuage de pensée qui est immense en fait. Mais ce que je veux dire là aujourd'hui, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette période de confinement, c'est une merveilleuse nouvelle en fait, parce que ça rejoint tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le confinement nous amène à nous regarder. Pour une fois, enfin, il était temps. Donc, évidemment, il y a la 3/4 des gens qui passent à côté. Hein. Le changement, c'est pas maintenant, mais il est en cours, vous inquiétez pas. Mais tout ça pour dire que ce confinement, être confiné, ça nous ramène dans nos espaces intérieurs. Parce que pour une fois, on ne peut plus fuir vers l'extérieur. Donc, en fait, c'est une épreuve initiatique qui est incroyable sur le chemin du guerrier, qui est le chemin de la personne qui avance sur ce chemin de conscience. C'est la plus belle des opportunités.
en fait. C'est incroyable, c'est juste trop bien. Donc déjà, passer ce message-là. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer ce que je pense du coronavirus parce qu'on s'en fout pas mal, même si je pense quelque chose, mais ce n'est pas le sujet. Le coronavirus, voilà, il y a les médias qui nous disent des choses, il y a plein de choses. Ce que je peux conseiller, c'est arrêter de se connecter aux médias. Mais ça paraît tellement logique que j'ai même plus envie de le dire. C'est arrêter de se brancher aux médias. Comme ça, on ne se branche pas à l'énergie de la peur directement. Arrêter de se brancher là-dessus. Deux, les réseaux sociaux aussi. On arrête de se brancher H24 sur les informations. Trois, on arrête de croire toutes les informations qu'on nous donne. Parce que bon, quand même, faut quand même avoir un peu de discernement là-dedans. Il y a ce qu'on vous dit et il y a la réalité qui est tout autre. Donc, moi, je ne suis pas là pour dire la vérité parce que je ne la détiens pas, mais dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une grande supercherie. Que le virus, c'est pas du tout ce qu'on nous a fait croire, c'est pas du tout. Vous regarderez à ce sujet la vidéo de Anne Guivaudan, qui en parle très bien. Anne Guivaudan, qui est une personne extraordinaire, qui parle un petit peu de ce qu'elle a pu entrevoir, puisqu'elle a cette faculté de sortir de son corps, de faire ce qu'on appelle le voyage astral, et donc d'aller se balader dans différents espaces de l'univers, entre autres, mais aussi de la Terre, et de pouvoir assister à des réunions, par exemple, très intéressantes, où il y a des messages qui sont échangés. Bon, bref, je ne rentre pas là-dedans de trop, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut cultiver le discernement. Il faut arrêter d'être comme des moutons, d'emmagasiner l'info et d'y croire à 100%. Parce qu'en fait, ce qu'on cherche on cherche à vous connecter à une énergie qui est l'énergie de la peur et de la colère, mais d'abord de la peur. On cherche à vous y connecter en vous donnant des chiffres, en vous donnant en vous précisant pas combien de temps ça va durer, en vous précisant pas vraiment le confinement, comment ça se passe, en une espèce de flou artistique complètement hallucinant, de manque de masques, de manque de plein de choses. On trouve un remède, mais on ne le met pas en place. On est quand même en train de voir aujourd'hui, si on observe ça un peu avec du recul, que quand même toutes les facettes, tous les non-dits sont un peu en train de ressortir à la surface. Pourquoi est-ce qu'on ne commercialise pas un traitement qui a fonctionné, un médicament qui a toujours fonctionné? C'est une grande question. Donc, je ne suis pas là pour parler du gouvernement ou quoi que ce soit, mais c'est toujours intéressant. Je ferai sûrement une vidéo à ce sujet. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut que vous imaginiez que ce virus, pour une fois, il est à l'échelle planétaire. Donc, c'est quelque part, c'est une chance, parce que c'est une chance et une opportunité de changement immense. Parce que pour une fois, ce n'est pas le petit mec au Bangladesh, le petit mec au Népal qui a un problème, c'est nous. Donc déjà, ça nous ramène à nous-mêmes et à la conscience qu'on n'est pas éternel. Donc quelque part, ce chemin-là qu'on est en train de vivre avec le confinement, ça nous ramène à ce que nous sommes. Donc c'est une excellente nouvelle. Donc ça, c'est le premier point. Mais ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que avec tout ce qui est diffusé, avec tout le bullshit qui nous envoie dans la tête en permanence, il y a énormément de gens qui basculent dans la peur. Et vous en faites peut-être partie, et c'est OK, il n'y a pas de jugement, et c'est normal en fait, parce que pourquoi est-ce qu'on bascule dans la peur? Parce qu'on a des mémoires à l'intérieur de nous de la peur. On a emmagasiné tellement de peur. On a tellement de structures et de petites boîtes qui contiennent la peur dans nos cellules qu'évidemment, quand il y a une pandémie comme celle-là, quand on nous balance les chiffres comme cela, cette peur, elle se réactive. Donc, ce n'est pas forcément une peur liée au virus, mais ça peut être une peur qui était inhérente, qui était là, qui était sous-jacente, qui était en vous et qui avait besoin de s'exprimer. Donc, c'est une bonne nouvelle, vous êtes en train de la libérer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vu qu'il y a énormément de gens sur la planète, donc à l'échelle globale, qui se connectent à cette énergie de la peur en ce moment, il faut s'imaginer que c'est un peu comme le cloud. Vous savez, on stocke des données dans un nuage. Personne n'a de doute que les données sont stockées, pourtant on ne les voit pas, mais on oublie que quand tout le monde se connecte à une énergie comme celle de la peur, on stocke la peur dans le cloud, en fait. Et donc, tout le monde peut s'y connecter très facilement. Donc, c'est une période qui est très délicate parce qu'en fait, à l'instant où vous rentrez dans des énergies comme la peur, c'est comme si vous vous connectiez à un nuage qui est immense, qui rassemble la peur de tout le globe, donc une peur qui est quand même importante. Et donc, c'est pour ça qu'on peut être amené en ce moment à avoir pas mal d'effets indésirables, du type des peurs qui sont décuplées. On va rentrer dans des angoisses dans lesquelles on n'était pas rentré depuis super longtemps. On va avoir des nuits très agitées. On va avoir des douleurs dans le corps qui remontent. On va avoir un cerveau qui fourmille alors qu'il n'y a aucune information qui font que, mais ça fourmille tout seul. Il va y avoir plein de choses comme ça. On va avoir des grands phénomènes de fatigue. On va se sentir épuisé. On va se sentir vraiment d'un seul coup vidé, sans aucune raison, et on va basculer d'une émotion à une autre de manière exponentielle. Parce que sur la Terre, il y a des égrégores qui sont invisibles et qui nous décuplent toutes ces émotions et toutes ces sensations. La seule manière de ne pas se connecter à ça, je ne peux pas vous dire d'une manière très simpliste de vous dire vous ne connectez pas à la peur. Non, parce que les structures de la peur, elles sont déjà en vous.
Et chacun a emmagasiné la peur. Donc, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous des mémoires karmiques, on a tous un bagage lié à la peur à l'intérieur de nous. Et ce serait d'avoir un sacré ego que de dire qu'on n'a pas peur. Et je me souligne là-dedans, puisque pendant des années, j'ai cru que je n'avais pas peur, jusqu'à prendre conscience que j'avais peur. Vous voyez? Donc l'ego nous fait penser qu'on n'a pas peur. Mais je peux vous assurer que dans tout ce qu'on a emmagasiné à l'intérieur de nous, on a des structures de peur. Et donc ce virus vient mettre en exergue toutes ces structures et vient les faire remonter. Alors c'est bien, mais la chose numéro une, c'est comment ne pas se connecter, parce que la peur, elle est en nous, donc quelque part, elle est en nous, elle est dans le ciel, on fait comment? On va tomber dans une panique si on commence à penser comme ça. Et bien non, c'est très simple, c'est apprendre à libérer la peur sans tomber dedans. Donc on libère la peur, c'est-à-dire on l'observe, donc à nouveau on revient sur l'observation, la peur, elle remonte, on la sent monter, on la sent dans nos cellules, on la sent dans notre corps, on la libère, on souffle un bon coup, on secoue le corps. Vous pouvez regarder les vidéos du docteur Tal Schaller, qui parle énormément de comment libérer des émotions. La peur, c'est on fait l'ours, vous savez, on lâche les bras, on tire la langue, et on fait ben ça permet de lâcher la peur. Donc, on utilise le corps physique pour relâcher, pour se désidentifier et pour pas commencer à se figer et emmagasiner encore plus de peur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, déjà, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est quoi? On va parler de taux vibratoire. Donc, comme je vous disais, on est tous des instruments dans cet univers. Tous ces instruments vibrent sur une certaine mélodie, sur une certaine fréquence. On va appeler ça le taux vibratoire. Donc, il y a des taux vibratoires donc c'est mesurable. On va utiliser l'unité de Bovie pour mesurer le taux vibratoire d'une personne. Le taux vibratoire, c'est quoi? C'est la capacité qu'a la personne d'emmagasiner une certaine forme d'énergie. Plus on emmagasine d'énergie, ça signifie qu'on est de plus en plus conscient, parce que plus on s'ouvre, plus on descend à l'intérieur de soi, qu'on va libérer des espaces en soi, ça commence par le bas, hein, plus on libère des espaces en soi vers le bas, plus on monte en conscience. Plus la conscience monte, plus elle s'ouvre, plus la lumière nous traverse. Donc plus on a d'énergie, plus on a de capacité, de capital énergétique quelque part. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont jamais fatigués et d'autres qui sont tout le temps fatigués. Mais pas que, parce que l'énergie, c'est encore autre chose. Donc on a cette fréquence qui change. On va passer de la note Do à la note Si, si vous voyez ce que je veux dire. On va monter sur les aigus. Plus notre fréquence monte, plus notre taux vibratoire monte, en quelque sorte, plus quelque part on se positionne au-dessus des égrégores. Plus la fréquence est élevée, plus ça devient quasiment impossible pour nous de se connecter à ces énergies-là. Parce que l'énergie d'un égrégore, c'est une fréquence très basse. Voyez, donc cette fréquence très basse, pour ne pas s'y connecter, et tous les virus vibrent sur des fréquences très, très basses, hein, tous les virus sont quantifiables, tous les êtres humains sont quantifiables, tout est mesurable. Donc un virus, c'est mesurable. Le virus, il se répand uniquement sur une gamme de gens qui ont un taux vibratoire très faible. Si vous montez votre taux vibratoire et que vous vous élevez au-dessus, hein, donc vous passez un certain cap vibratoire, de par l'ouverture de conscience, l'observation de soi, transcender les mémoires, tout ce que je vous ai parlé depuis le début, plus vous allez ouvrir cet espace, plus vous allez du coup être complètement intouchable par un virus, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on explique sans cesse que le chemin spirituel renforce l'immunité, renforce le système immunitaire, renforce toutes les capacités de défense, renforce tout en fait. Et ça passe, l'auto-vibratoire, ça passe effectivement par un travail sur soi, par une observation de soi, mais ça passe aussi par tout ce que vous faites. Donc comment vous vous alimentez, quelles sont vos addictions. Si vous mangez 3 tonnes de sucre ou si vous faites 50 clopes dans la journée, bah évidemment, vous vous reliez avec une énergie basse. Parce que imaginez tous les gens de la Terre qui fument. Imaginez tous les gens de la Terre qui boivent de l'alcool. Bah, quand vous le faites, vous vous reliez à cet égrégore, donc ce nuage de pensée d'alcool, ou ce nuage de pensée de sucre, ou ce nuage de pensée d'addiction aux jeux vidéo, ou ce nuage de pensée, et tout ça, tous ces nuages-là sont très bas en énergie. Donc comment on monte en énergie? Bah, en arrêtant de se relier à ces énergies basses. Et particulièrement en ce moment, du coup, parce que comme tu disais, on est là, on est tous drivés vers le bas et aussi dans notre environnement, comme tu disais, ben, les gens ont peur, les gens partagent sur la peur. Comme toi, je ne regarde pas les news depuis quelques années, mais de toute façon, on les a, que tu le veuilles ou non. Parce que moi, je suis quand même très, très connectée sur les réseaux puisque je travaille en ligne. Et du coup, même quand tu ne veux pas l'info, tu l'as. Et quand ce n'est pas les réseaux, c'est ta famille, tes proches qui t'appellent pour te dire est-ce que tu as vu les chiffres, est-ce que tu as vu le nombre de morts, est-ce que tu as vu ci, et est-ce que tu as vu ça. Et en fait, automatiquement, même dans un espace confiné, on est tiré vers le bas. Et du coup, c'est pour ça que c'est hyper important
aujourd'hui de prendre ce temps ou de doubler. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai doublé mon temps méditation, respiration par rapport à d'habitude. J'ai doublé mon temps yoga, j'ai doublé mon temps sport pour pouvoir rester à un niveau vibratoire, on va dire, pas super élevé, mais en tout cas suffisamment élevé pour ne pas rentrer dans ce truc de peur. La peur, en fait, la peur fait chuter le taux vibratoire. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit dans les sphères spirituelles que c'est la peur qui nous tue. Ce n'est pas le virus qui nous tue, c'est que c'est la peur. Parce que la peur, c'est la porte d'entrée pour attraper le virus. Mais tout ça, c'est de la théorie encore. Tant que vous ne l'aurez pas pleinement expérimenté, vous verrez si vous avancez sur ce chemin que vous tombez plus malade. C'est logique en fait. Sauf évidemment ceux qui ne sont pas sur le bon chemin. Parce qu'il y a plein de chamans, il y a plein de thérapeutes qui ont des cancers et qui terminent leur vie bien plus vite que les autres. Parce qu'ils n'étaient pas sur le bon chemin, ils étaient dans l'ego spirituel, ils étaient dans le piège dont je vous ai parlé au début. Donc attention à ne pas faire de généralité avec certains exemples qu'on peut avoir, parce que oui, la presse relaie facilement ces exemples, du type « Ah, tel chaman est mort vachement tôt » ou tel machin. Bon, bref, la presse aime bien mettre le focus là-dessus, mais comprenez bien qu'au plus vous allez monter en conscience, au plus vous allez être en capacité de vous observer, au plus vous allez avoir une hygiène de vie en lien avec ce que vous êtes, donc vous alimentez correctement, dormir correctement, vous respectez en fait, vous écoutez, pas vous forcer en quoi que ce soit. Au plus vous allez monter sur une échelle vibratoire qui va vous empêcher quelque part, qui va vous déconnecter, qui va déconnecter la prise de la peur, de tout ça en fait. Ça va se déconnecter tout seul au fur et à mesure que vous allez monter. Encore faut-il d'abord monter. Et pour monter, il faut d'abord descendre. Descendre, monter, tout un programme. Alors, je vais juste lire un petit commentaire. Nathalie qui disait « Cultiver la présence et se mettre en observateur de nos pensées et de nos émotions. » Exactement. Lily, est-ce que tu pourrais me rendre un petit service? C'est copier des liens sur un document Word. Comme ça, je peux les récupérer pour les poster sur le replay. Ça serait super. Christian, salut l'équipe des Phoenix, vous êtes très beau. Toi aussi, tu es très beau, Christian, même si on ne te voit pas. Alors, il y avait autre chose. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ouais, c'est si le vous moment. avez des questions, c'est le moment. Fabien disait « Quelle lucidité et clairvoyance, Charlotte, bravo pour ton discernement, ton chemin et ton parcours. » Ok. Agnès, merci pour les conseils, super. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Et j'aimerais juste terminer sur une petite question parce qu'on me la pose souvent et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant. Quels sont les gens, toi, Charlotte, qui t'inspirent aujourd'hui? Donc, tu en as mentionné quelques personnes, tu vois, au niveau méditation, Cédric Michel, donc ces gens-là. Mais est-ce qu'il y a des gens vraiment que tu suis au quotidien ou que vraiment qui t'inspirent et qui sont pour toi des... Je ne sais pas si on va parler de maîtres spirituels, mais en tout cas, voilà, des gens que tu écoutes et avec intérêt, en tout cas. En fait, tout le monde m'inspire. C'est bien ça. Tout le monde m'inspire parce que tout le monde est un maître et un élève à la fois. Et parfois, un des biais dans lequel on peut tomber, c'est quand on monte en conscience, on a tendance à croire que tous les gens autour de nous sont cons. Mais en fait, c'est totalement faux parce que chacun a le divin au cœur de soi et on est tous divins. Donc, quelque part, chacun a une étincelle ou un message à nous donner et que la vie nous amène à rencontrer ces personnes-là, c'est pas par hasard. Il faut sans arrêt se le rappeler, c'est important. Mais après, évidemment, il y a des pionniers, il y a des personnes, en tout cas, qui m'ont énormément aidé sur ce chemin et qui continuent à m'aider par ce qu'ils peuvent dégager. J'ai eu la chance de faire la rencontre d'un maître spirituel lors de mon voyage en Inde. Et après, j'ai gardé le contact parce que c'est quelqu'un qui vient en France. Un maître spirituel qu'on va appeler gourou dans la tradition hindoue, qui n'a rien à voir avec le gourou dans la tradition française. Un maître spirituel, c'est celui qui quelque part, va nous éclairer, va nous montrer le chemin. Donc, il va nous aider à nous montrer cet axe qu'il faut suivre. Plutôt que d'être avec là 30 milliards de choses, on ne sait pas où aller, etc. Le maître spirituel, c'est celui qui nous conduit de l'ombre à la lumière, quelque part. Donc de la prison, de l'en-dedans, vers l'en-dehors. De l'endroit vers l'envers. Et donc, j'ai eu cette chance, moi, en Inde, de faire la rencontre d'Ama, que quand même beaucoup de Français connaissent parce qu'elle est assez liée en France, en l'occurrence, et elle est assez médiatisée quand même maintenant. Et Ama, c'est un maître spirituel. Donc, qu'est-ce qu'on appelle maître spirituel? Un maître spirituel, c'est une conscience qui a ascensionné, donc une conscience éveillée, donc qui est en dehors de la prison en l'occurrence, qui a trouvé la porte, même s'il n'y a pas de porte en l'occurrence, mais passons, la porte sans porte, pour ceux qui font les retraites, ils vont rigoler. Mais tout ça pour vous dire qu'une conscience ascensionnée ou une conscience éveillée qui a décidé, qui a fait le choix de revenir sur Terre pour aider l'humanité. Pour aider l'humanité, pour être ce pionnier de ce canal de lumière, pour faire descendre la lumière sur Terre en fait.
Et c'est ce qu'Ama représente. Et on a la chance aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle on vit, d'avoir des pionniers comme ça sur cette terre. Il y a Mooji, il y a Babaji, il y a Gurdjieff, il y a plein de monde en fait qui canalisent et qui font descendre cette énergie incroyable sur Terre. Et si on a la chance effectivement de pouvoir être amené, parce que c'est jamais l'ego qui nous amène à ces rencontres-là. Si c'est l'ego, s'il n'y a rien qui se passe. Mais c'est souvent la vie, les synchronicités, à nouveau la magie de la vie qui nous amène à rencontrer ces personnes-là. Et ce qui a été mon cas. Et pour moi, c'est une des personnes qui a été et qui est encore à l'heure actuelle le moteur de beaucoup de choses. Une source d'inspiration incroyable, une source d'énergie, je ne sais pas comment le décrire en fait. La rencontre avec un maître, quelque part, rencontrer un maître, c'est se rendre compte en fait, parce que le maître nous présente un miroir et nous invite à nous regarder. Le maître, il n'est pas en train de se mettre en lumière. Le maître, il met un miroir devant lui et il nous invite à regarder ce que nous sommes. Et quelque part, il nous invite à cheminer vers notre divinité intérieure. Donc, c'est incroyable ce chemin, en fait. Et quand on a la chance de pouvoir avoir ce reflet de miroir-là, c'est incroyable. Incroyable. Alors, du coup, il y a une question de Fabien qui demande, est-ce que tu connais ton compagnon particulièrement la communauté du MKP, le cercle des nouveaux guerriers? Non. Ok. Tu connais le MKP? Non. Ok. Plein de conseils précieux. La continuation des engrammés véritablement dans le corps, l'aventure continue. Merci pour tout et bonne soirée à tous. Ou le féminin sacré est l'équivalent pour les femmes. Ah oui, le féminin sacré, Fabien, c'est pas la même communauté? Ah, le MKP, c'est oui, c'est le cercle d'hommes, là. Oui, c'est ça. Donc, en fait, féminin sacré, c'est pour les femmes et le MKP, c'est pour les hommes. Okay. J'en ai entendu parler. Quelqu'un m'en a déjà parlé, mais je ne suis pas allée voir. Je suis pas allée voir, mais on m'en a déjà parlé une fois ou deux de ce cercle d'hommes, justement. Ouais. Oui, justement, Fabien, ils m'ont parlé récemment. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup, ça a bien débordé, mais je trouve que c'est trop intéressant et tout le monde pratiquement est resté. Donc, merci à vous d'être restés. Audrey, je vais devoir vous laisser. Manu, merci beaucoup d'avoir organisé ce Zoom, d'avoir boosté Charlotte. Charlotte, merci mille fois pour ces rappels, toujours la bienveillance. Coucou, bravo Audrey, merci d'être venue. Je dis bravo Audrey, moi n'importe quoi. Il y a une question de Virginie. Alors, est-ce que quelqu'un... J'ai peut-être loupé la question de Virginie. Attends, y a-t-il une... Ah oui, non, là, il y a trop de questions d'un coup, en fait. Si, y a-t-il une corrélation entre nos rêves et les énergies du moment? Oui, bien sûr, oui. Oh merde, je viens d'ouvrir en grand le machin. Il y a en fait, les rêves n'ont jamais été aussi rocambolesques, hein, nos nuits n'ont jamais été aussi courtes et aussi bizarres qu'en ce moment. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut s'imaginer que la nuit, c'est là où il y a énormément de programmes dans nos corps, hein, nos croyances, etc., nos schémas limitants qui sont inconscients. Et c'est bien ça qui est difficile parce que c'est inconscient. On fait ça inconsciemment. Et en fait, la nuit, il y a une plus légère porosité entre la conscience et les portes du subconscient s'ouvrent en fait parce que les ondes cérébrales ralentissent et donc on va ouvrir toutes ces portes du subconscient ou de l'inconscient. Et donc tout ce qui est du domaine de l'inconscient revient à la conscience. Et en ce moment, il y a énormément de process intérieurs au niveau des rêves la nuit parce qu'en fait, il y a des grands changements à l'échelle planétaire qui se passent en ce moment. Il y a également le Covid qui crée tout un élan énorme sur Terre, mais il n'y a pas que ça. Ça serait presque réducteur de penser qu'il n'y a que ça. Le Covid, c'est juste l'expression d'une micro-chose par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui sur Terre. Il faut comprendre, là, en quelques mots, qu'on est dans une période d'ascension vibratoire, en fait. C'est-à-dire que tous les calendriers, hein, que ce soit le calendrier maya, que ce soit le calendrier hindou. En Inde, on va vous parler de l'âge d'or. Dans les calendriers mayas, on va vous parler de l'âge du Verseau, la fin du monde. Tous les calendriers, en tous les cas, nous parlent de cet âge d'or. Donc, depuis 2012, on a transité d'un espace vers un autre, d'un espace de vibration vers un autre espace de vibration. Il faut s'imaginer que la Terre, hein, si on prend un peu de distance, la Terre, elle gravite dans l'univers, elle gravite autour du Soleil, mais elle tourne aussi sur elle-même, ce qu'on va appeler la précession des équinoxes. Je ne rentre pas trop dans les détails, c'est un peu technique, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fonction de l'espace dans lequel la Terre se trouve et l'espace de rotation dans lequel elle se trouve, elle va être dans une période où elle va recevoir plus ou moins d'énergie, plus ou moins de vibration de par sa positionnement dans l'univers. Donc là, on parle d'une conscience cosmique. Hein. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que du coup, en ce moment, la planète est placée d'une certaine façon et on n'a jamais eu autant d'énergie qui sont descendues sur Terre.
Donc l'énergie est mesurable, elle se mesure en Hertz, en l'occurrence, donc la fréquence de la Terre, la fréquence de Schumann, pour ceux qui s'intéressent. La fréquence de Schumann est restée la même jusqu'à 2012 à peu près, et depuis 2012, on a des pics, en fait, des pics d'énergie sur Terre, et tous ces pics, ça vient nous piquer, en fait, et ça vient piquer nos mémoires. Et le but de ces pics d'énergie, c'est d'aller mettre un grand coup énergétique, c'est comme si on vous mettait une grosse pression énergétique, une grosse chose qui venait appuyer sur vos résistances. Et la majeure partie des résistances sont inconscientes. Et donc, la nuit, vu qu'on résiste moins dans le corps physique, vu qu'il n'y a pas de mental, en fait, enfin, le mental est toujours là, mais en tous les cas, on n'est pas dans le mental, eh bien, la nuit, ce faisceau de lumière descend davantage et vient appuyer sur ces espaces. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de rêves. Et entre autres, le Covid joue aussi son rôle. Mais ce n'est pas le Covid qui fait ça. C'est la période vibratoire dans laquelle on se trouve. Ouais, ça c'est super intéressant. On pourrait même faire tout un thème là-dessus, juste ce qui se passe énergétiquement, la vibration, taux vibratoire, etc. Mais du coup, je crois qu'on va devoir arrêter là. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé, d'être restés. Merci Charlotte à toi d'avoir pris le temps. C'est grâce à Manu tout ça, donc il faut la remercier. Hein. Je t'en prie, j'ai pas fait grand chose. Et ouais, merci. Je trouvais que c'était vraiment hyper intéressant, surtout de le faire maintenant, comme quoi le timing est toujours parfait. Donc, merci à toi Lily pour avoir pris et posté toutes ces vidéos. Je vais essayer de les copier et de les retranscrire en tout cas. Sinon, je les retrouverai ou tu me les enverras et on pourra. Ah, c'est cool, super. Merci beaucoup. Merci. Gros bisous à tout le monde et on le repostera et on mettra le replay sur mon groupe. Donc, si vous n'êtes pas encore sur mon groupe, vous pouvez l'intégrer. Et toi, Charlotte, je te l'enverrai aussi. Tu pourras le mettre sur ta page. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée, Charlotte. Bonne soirée à tous. Et à très bientôt. Prenez soin de vous tous autant que vous êtes. Prenez soin de vous. Rappelez-vous que prendre soin de soi, c'est s'accorder de l'importance. Ça, c'est Cédric Michel qui le dit à chaque fin de méditation. Je trouve ça très bien. Rappelez-vous que prendre soin de soi, c'est s'accorder de l'importance. J'aime bien ça. Très bien. C'est très, très bonne. Tu vois, j'allais dire quelle est la citation que tu aimes en ce moment. Voilà, tu as répondu à la question. Excellent. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Allez, bonne soirée. Merci. Salut. Merci. Bisous. Je ne sais pas comment on fait pour éteindre. En bas à droite de votre écran, vous avez un petit… Oui, c'est la réunion. Allez, bisous.